Et c'est parti. On va essayer de mettre la caméra, tiens. Bonjour les amis. Alors comme vous avez pu le voir, en tout cas certains, ma vidéo sur le Rafale, tiens je vais enlever ça, ma vidéo sur le Rafale a été bloquée. Et oui, je suis victime de la censure mondiale, Donald Trump, tout ça, les Iraniens, les sionistes, ils sont tous ligués. Non, c'est pas vrai. La Gardère n'a pas voulu venir à moi, je vais aller à la Gardère. Non, 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 ce qui s'est passé, c'est que je voulais vous illustrer le reportage avec un documentaire. Naïvement, je pensais qu'on pouvait mettre un documentaire RMC, il y avait marqué RMC, il y avait tout de marqué. Je pensais que ça allait être monétisé chez eux. Tu vois, c'est un petit peu comme ma vidéo sur l'accordéon, où j'ai mis de l'accordéon. Je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. En plus, moi j'aime bien l'accordéon, hein. C'est vrai que j'en mets pas souvent. Qu'est-ce que je voulais dire, je pensais que ça allait être monétisé, que les mecs qui avaient voilà, qui étaient titulaires des droits allaient récupérer ça. Non, non, bloqué. Ouais, en plus, ce qui est curieux, c'est que je parle du Rafale. C'est à Dassault. C'est des images RMC. Et qui c'est qui me bloque? La société Lagardère. Alors Arnaud Lagardère, tu vas te calmer déjà. Non, non, mais écoutez, d'un mal on fait un bien. Et ça va me permettre de faire une vidéo beaucoup plus élaborée, beaucoup plus fouillée que ce que je vous proposais. Donc pour ceux qui l'ont vu, bah écoutez, ouais, c'est super, on va me voir là. Ah ouais, mais on me voit bien en plus, grand et tout, tu sais. Attends, comment on peut faire? Ouais, bah écoute, voilà, je suis là, hein. Tu me vois? Coucou. Comment je vais m'y prendre? Avec mes notes, sans mes notes? Avec mes notes pour faire un plan. Puis j'hésiterai pas à aller chercher sur internet. Alors là, ce que tu vois, c'est différent. Et on va pas tous les mettre parce que ça, c'est pas un Rafale par exemple. Ça, c'est quoi ça? Ça, on va l'enlever. Ouais, on fait la cuisine ensemble, hein. Petite cuisine interne. Ça, c'est un Rafale. Ça, c'est pas un Rafale. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, hop là. On va pas parler que du Rafale et puis on va pas attaquer avec le Rafale directement. Ouais, ça c'est bon ça. C'est un avion unique en son genre. Pour différentes choses. Et ben voilà, on y arrive. Voilà. Tu me vois là? Non, j'allais dire une connerie. Ah oui, j'ai fait 2 vidéos là où on a évoqué le Zincoin. Dès que ma vidéo a été posée, dans la nuit, je reçois un mail. Donc le gars avait eu assez de neurones pour entendre mon mail dans la vidéo, le juge redoutable. Et donc un mail du Zincoin qui me dit que mon compte est prêt, que je n'avais qu'à cliquer pour activer mon compte. Donc je sais pas si c'est un troll, encore un de ces ratés, tu sais, qui a pas de vie, qui est là, qui coûte des trucs, qui essaie de faire un truc pour exister, mais bon, ça marche pas. Un hacker aussi, parce que tu sais, on t'envoie un message, tu cliques, tu te retrouves ailleurs et à la fin, bon bah, j'ai un système pour voir les mails sans rentrer dans mon ordinateur par le biais de mon téléphone. J'ai une petite technique, donc ça marche pas non plus. Et si c'est la réponse de ceux qui sont mis en cause, bon bah vous me donnez encore un argument supplémentaire, hein. Tu sais, la vérité, quand on pose des questions précises, on attend des réponses précises et des arguments. Et quand on commence à avoir en face de soi des gens qui pleurnichent parce qu'ils sont cyberharcelés, par exemple, ou des gens qui répondent à côté, par exemple, ou des gens qui mentent aussi, ou des gens qui se livrent à ce genre de turpitude, on a vite compris qu'ils n'avaient rien d'autre à proposer que ça, et que quelque part, voilà, tu sais, les diables, ils divertissent. Les diables, ils profitent des confusions, et ils divertissent, et ils balancent des rumeurs, les diables, ils balancent des trucs, mais ils répondent jamais aux questions. Moi, je vais être un Javert maintenant, c'est-à-dire, je vais... Quel que soit le sujet, je vais prendre les déclarations et les actes et je vais les mettre l'un face à l'autre pour voir si c'est vrai, tu vois. Et puis je poserai des bonnes questions aux bonnes personnes. Après, ils pourront faire toutes les vidéos qu'elles veulent. Ils peuvent demander tous les strikes qu'ils veulent. Ils peuvent faire toutes les menaces, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tortiller du cul. On pose une question. Moi, je suis Javert, je suis un Schmitt. Voilà, t'as fait ça à telle heure, tu as fait ça, t'étais là, explique-moi. Il n'y a pas de oh, je suis cyberharcelé, monsieur le procureur, oh, je vais faire des émissions spéciales ou ci ou ça, parce qu'il y a tout un panel de gens comme ça, tu sais, c'est des diablotins, c'est des manipulateurs et ils répondent jamais aux vraies questions. Donc si c'est ça, c'est rigolo. Voilà, moi je persiste à dire que c'est de la merde. Mais par contre, je vais pas continuer à parler de cette camelote
Et des gens qui se sont vendus pour 30 deniers, allez toucher vos 30 deniers. Mais si vous voulez, on peut faire des vidéos toutes les semaines sur les autres chaînes. Si vous voulez aussi, on peut rentrer dans un petit jeu. Moi, ça me dérange pas. C'est juste, j'ai pas de temps à perdre avec des minables. De toute façon, on est à une ère de minables. On a une ère de minables avec des minables. Et puis je suis pas là pour sauver le peuple, hein, parce que le peuple, je m'en branle royal. Quand je vois les cons qui suivent, tu sais, de toute façon c'est toujours pareil. Hein. T'arrives, tu dis aux gens quelque chose, mais comme ils sont trop cons, et ils sont à un état de connerie tel qu'ils le prennent pour eux, donc ils s'opposent à toi pour exister. Bah allez vous faire enculer par avec de la crypto-monnaie, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout. Moi je comprends pas un truc aussi, franchement, et j'arrive au sujet. C'est qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus reposant d'en avoir plus rien à foutre que d'aller se faire insulter par des gens que tu veux soi-disant libérer ou à qui tu veux expliquer que ouais frère viens avec moi, non mais vas-y casse-toi, va voir le système, va faire tes trucs, on n'a rien à foutre parce qu'on n'a pas besoin de toi, parce que ces gens là quand tu arrives pour essayer de réveiller quelque chose ils pensent qu'ils sont importants et ils se mettent à faire les... mais restez dans le système, de toute façon vous allez bien rigoler dans les mois qui arrivent, voilà. Et puis quand tu n'auras plus internet, quand tu n'auras plus de l'électricité, hein, toi le gros, parce qu'ils sont tous gros, c'est une société de gros, hein, qui a l'habitude de prendre 3 repas par jour, ben on va bien rigoler. Hein, on va bien rigoler quand il s'agira de cavaler pour sauver tes miches, par exemple. Quand tu vas souffrir de pénurie, tu verras que tu étais juste qu'un gros. Un gros dans une société de riches, quelle que soit ta gueule, hein, d'ailleurs. Hein, quelle que soit ta gueule. Hein. On parle du Rafale? Non, on va pas parler du Rafale. Moi, avant de parler du Rafale, j'ai envie de parler de différentes trucs avant. L'aéronautique. Il y a un truc de toute façon qui fonde tout le reste, hein, et puis de toute façon qui est, comment dire ça, qui est inéluctable. Non, on va pas le dire comme ça. Si tu veux, la France fait partie des premières nations à avoir lancé l'aéronautique, à avoir construit des avions, à avoir eu des pilotes, hein, Blériot, de Watine, des pilotes Roland Garros, Mermoz, à faire des moteurs. Donc, dès le début, elle était là. À toutes les générations d'avions. Ça donne un savoir-faire. Ça donne des filières d'ingénieurs, ça donne des filières de scientifiques. Bon, enfin, les scientifiques viennent d'ailleurs, mais ça donne des filières d'ingénieurs, ça donne des filières de pilotes, ça donne des filières de techniciens, ça donne des filières d'ouvriers, mais quand je parle d'ouvriers, c'est pas un mec avec une clé à molette, hein, ils ont un statut équivalent ailleurs de cadre, même de haut cadre, hein, on parle de précision. Ça donne un savoir-faire, une expérience, et à charge pour toi ensuite de ne pas perdre de terrain par rapport au peloton, enfin par rapport aux échappés. Tu fais partie des gens qui construisent les armements qu'utilisent d'autres pour faire la guerre. C'est toi qui construis les armes. Eux, ils les achètent, les armes. Ça, c'est important. Depuis le départ. En 1918, je crois que la France était la première nation en aéronautique. Il y a eu des très beaux avions. Dans les années 30, le De Watine équivalait le Messerschmitt 109, qui est un bon avion. Le problème, comme toujours en France, c'est qu'il y a des réussites technologiques, techniques, militaires, mais on ne sait pas les vendre. On ne sait pas faire le marketing que font les Américains, qui peuvent te vendre une merde et te transformer ça en succès commercial et te faire croire que c'est de l'or. Et qui peuvent aussi dénigrer leurs voisins et faire en sorte que... C'est ce qu'a subi le Rafale, qui s'est très peu vendu. Le Rafale est un avion unique en son genre, c'est un succès militaire, c'est un succès technologique, c'est un succès scientifique, enfin technologique, on va le dire comme ça plutôt. C'est un échec commercial et politique qui montre encore une fois la vassalisation de la France. On y arrive. Tu vois aussi que c'est une industrie, l'aéronautique, qui est inclus dans d'autres industries. Tout est lié. L'aéronautique est liée à l'électronique, est liée au métallurgique, ouais. Elle est liée à l'optique, elle est liée à tout un tas d'industries. Pour monter des industries, il faut des moyens, il faut des compétences. Pour avoir des compétences, il faut des gens. Pour avoir ces gens, il faut avoir des filières pointues. Pour avoir ces filières pointues, il faut des bases. La pyramide, tu te rappelles la pyramide? La France fait partie des pays qui a formé de très grands mathématiciens. On dit que les Allemands avaient beaucoup de scientifiques, notamment en physique et en chimie, mais en France, il y avait beaucoup de mathématiciens et de physiciens aussi. On n'en parle pas. Je peux te balancer facile 40 mathématiciens français très connus. Hein.
Ça peut être pas Cardan, il n'était pas français, mais ça peut être, je sais pas, comme Grothendieck, tiens, par exemple. Mais je peux t'en citer 40, il n'y a pas de problème au pied levé comme ça. Mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de jouer au singe savant. Donc il faut des écoles en bas. Et pour avoir des écoles qui fonctionnent et qui t'emmènent vers des facs, vers des filières d'élite que veulent supprimer certains tarés, comme ils veulent supprimer les composants de la force stratégique française, c'est-à-dire la force nucléaire. Ouais, non, mais t'as des tarés, il faudrait les enfermer, parce que c'est... On arrivait à demander le démantèlement de ce qui tient encore le pays, c'est quand même assez criminel, hein, pour pas dire stupide. La différence entre les deux, c'est que quand t'es criminel, t'as moins une intention, une intelligence. Alors quand t'es stupide et gauchiste, il faut désarmer la police, il faut ouvrir les frontières, il faut baisser ton fut aussi, tu te mets à quatre pattes. Non mais c'est hallucinant quand même. C'est demander, s'auto-mutiler, mais par contre ne pas le demander aux autres. C'est pas beau les armes. Eh ben, demande à tous les autres pays de pas avoir d'armes, parce que quand t'as pas d'armes, tu te fais envahir. Et pour avoir des armes, il faut notamment des mathématiciens et des physiciens. Il faut les former, il faut une population intelligente. Si t'as que des mecs en survêtement avec une coupe de couleur des années 95 de footballeurs qui consomment du McDo et qui achètent des Nike et qui n'arrivent pas à concevoir l'abstraction, t'iras pas très loin. Donc il faut former une population en leur donnant des programmes, de la culture, en leur donnant un bien à bouffer. Tout est lié dans un pays. La différence entre les pays, c'est que les uns arrivent à optimiser ce qu'ils ont. C'est pas la décolonisation, c'est pas la colonisation, c'est pas les guerres. Tout le monde a subi tout ça. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Pourquoi? Ils ont une faculté à mieux conjuguer leurs talents. Lorsqu'on parle d'avion, lorsqu'on parle de sous-marin, on parle d'une œuvre. On parle pas d'un truc. On parle d'une œuvre. De tout un tas de composantes qui s'intègrent et on va le voir. Un avion, c'est l'aboutissement de la conjugaison de beaucoup de talents d'un pays. Tu as des pays qui ont des talents. Tous les pays ont des talents. Il y a des pays qui ont plus de talent que d'autres, parce qu'ils auront une meilleure éducation, des meilleures écoles, des bibliothèques, des bus, un bon niveau de vie, un train de vie où les gens, voilà, ils sont pas là en train de se battre dans les rues, comme des animaux, mais c'est des gens qui lisent, qui jouent du piano, qui font des trucs, qui font avancer les choses. C'est ça une vraie civilisation. C'est pas des types dehors qui agressent tout le monde, ou des types hyper violents. Et quand je dis des types dehors qui agressent tout le monde en survêtement, je parle pas de jeunes de quartier, je parle de gens. Hein, dans le centre-ville, c'est pas mieux. On est d'accord. Je parle de société violente et devenue animalisée, parce que fonctionnant à l'émotionnel, à la courte vue, et devenant complètement stupide. Et ça c'est lié au divertissement, aux conneries, au tirage vers le bas, à l'individualisme, à l'ego, tout le monde peut ouvrir sa gueule, tout le monde peut se mettre au niveau d'un prix Nobel, voilà. Bon, revenons à nos moutons, parce que c'est important. Un avion, c'est l'aboutissement, voilà. J'ai envie de prendre la métaphore des équipes de foot. Dans les pays arabes, par exemple, tu as plein de bons joueurs. Mais pourquoi les équipes arabes n'arrivent même pas à franchir un premier tour de Coupe du Monde? Parce que ce sont des gens qui n'arrivent pas à conjuguer leurs talents. Ils en ont des talents. Mais il suffit d'un grain, d'un petit truc, d'un entraîneur à la con, d'une fédération à la con, etc. A l'inverse, la France est championne du monde. Avec des vrais joueurs français, hein, n'en déplaise à certains qui veulent toujours voir le mal. Et grâce à la formation, à la française, elle a conjugué ses talents. C'est la différence entre un pays du haut du panier et un pays qui va le devenir sûrement. Je ne fais pas de jugement de valeur. Il y a effectivement un jugement, mais il est sur le fait, sur les actes, sur une réalité. On ne dénigre pas les autres pays, on constate. Un avion, c'est maîtriser les maths, la physique, c'est avoir des industries, c'est avoir de la métallurgie, c'est de la mécanique classique, c'est de la mécanique des fluides, un avion, c'est de la thermodynamique. C'est de la mécanique ondulatoire, tout ce qui est électromagnétique, c'est de l'électronique, c'est de l'informatique, c'est de l'optique, c'est de la chimie, métallurgie, c'est résistance des matériaux. C'est tout un tas de compétences qui se sont greffées. Il y a très peu de pays, on va le voir aussi, qui ont des avions de 4e génération et plus. Beaucoup de pays aussi n'en ont pas besoin. Quand tu es... la Colombie ou le Bénin, tu as plus besoin d'hélicoptères que d'avions. Les uns pour avoir une armée de guérilla qui doit se déplacer très vite en différents points. Et les avions, ça suppose aussi des pistes d'atterrissage, ça suppose des pièces, ça suppose l'approvisionnement, ça suppose des pilotes, ça suppose beaucoup d'argent qui ne sert pas pour ce genre de choses. Tu es au Bénin, je connais pas bien
la cartographie du Bénin, mais si tu es au Bénin, je pense que tu as plus besoin d'hélicoptères pour ta police, pour ton armée, pour se déplacer très vite à plein de points, pour tes secours, pour tout un tas de choses, pour désenclaver des régions, pour aller chercher des femmes enceintes au fin fond de la brousse, voilà, pour les emmener à l'hôpital, que d'avions Rafale. Il y a ça aussi, il faut en tenir compte. Hein, c'est important aussi. Tu as aussi beaucoup de pays qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des avions ne serait-ce que de 4e génération, à savoir des vieux F-16 Block 3, qu'est-ce qu'il y a encore 4e génération, des MiG-29, tu as plein de gens qui ne peuvent pas s'en acheter ou qui s'en achètent très peu. Par exemple en Afrique, il y a très peu de grosses flottes aériennes et c'est normal aussi. Hein. C'est pas qu'une question de moyens, même s'il y a les moyens aussi. Hein. Et comme personne n'a forcément une énorme flotte aérienne, les autres s'en dispensent. S'il y a des guerres... il y a rarement des guerres entre pays, ça se fait voilà, au sol. Donc de tout temps, hein, il y a eu des générations d'avions, et on va aussi en parler, il y a eu des générations d'avions, ça supposait des technologies de plus en plus évoluées qui arrivaient. De tout temps, il y avait la France. Grâce au Rafale, la France a tenu son rang sur la 4e et la 5e génération, parce que là encore une fois, il est beaucoup plus proche de la 5e génération que de la 4e. C'est un avion qui est unique en son genre, parce qu'il est apparu à un moment donné où il était le seul de sa génération, quasiment, avec l'Eurofighter. Il est arrivé, il s'est intercalé entre les F-15, F-16 et les MiG-29 Sukhoi 27, ensuite qui ont suivi. Est-ce que j'ai des images là qui pourraient nous intéresser? Non, pas encore. Alors, je vais peut-être vous en mettre une de Rafale parce que c'est... On va parler de Dassault maintenant. Parce que j'entends aussi beaucoup de conneries sur Dassault et de temps en temps c'est bien de remettre dans l'axe un petit peu, de revenir à des histoires de bon sens, puisque si on écoute certains encore de la dissidence, putain les mecs, vous avez... Même l'eau chaude vous l'avez pas inventé. Dassault c'est vilain. Bon, on connaît les raisons. Hein. Dassault c'est pas beau, Dassault il pique l'argent de la France. À la base c'était Marcel Bloch. Ensuite il y a eu Dassault. Jusqu'en 41 c'était Bloch. Il y a eu des très très bons avions qui sont sortis. Ensuite c'est Dassault avec sa série. Alors Dassault Aviation a eu plusieurs noms. Elle a un volet militaire et un volet civil. Il y a eu des avions comme le Mystère, l'Ouragan. Puis après, tu as eu la série des Mirages, les Super Étendards, le Jaguar CP4 en collaboration avec les Anglais. Des putains de réussites. Dassault, c'est 11 000 personnes embauchées, dont 9 000 en France. Dassault, c'est une participation dans 83 pays. Dassault, c'est un type qui ramène des devises à la France. Dassault, c'est un type qui permet à la filière aéronautique française, une filière d'excellence, et à tout un tas d'ingénieurs et autres, de pouvoir continuer à exercer et à avancer. Parce que si tu arrêtes de faire des avions comme ça, tu perds ses compétences. Tu perds chaque année, c'est 10 ans que tu perds. C'est-à-dire que pour revenir, si tu arrêtes 5 ans, pour revenir, il faut 30 ans, 35 ans. Je parle même pas du reste, du problème des chaînes de montage et autres. Je te parle juste des pertes de savoir-faire, des gens qui partent à la retraite, il faut les remplacer. Le problème, c'est que la filière n'existe plus, etc. etc. Tu as la science, avec ses grandes lois. Après, tu as la technologie, comment on l'adapte à la réalité. Niveau des ingénieurs, là on n'est plus au niveau des scientifiques. Et ensuite, tu as les techniciens, les ouvriers. Eux, ils vont te bricoler le technologique. Ah oui, je veux un moteur qui pousse un peu plus là, mais là ça va bouger l'inertie du moteur, il va falloir que je recale ça, et puis au niveau de ça, et puis attends, telle résistance, et voilà. Et entre, tu as les avancées scientifiques qui font que par exemple, tu as des avancées, tu as de nouveaux matériaux, je sais pas, on étudie les nanoparticules, les superconducteurs, et puis à un moment donné, on va trouver une matière qui sera très très légère, on va l'utiliser, ça va changer, révolutionner la technologie des moteurs, on fera d'autres types de moteurs. Il faut savoir que le moteur fait la forme de l'avion. Il y a lui et les formes de l'aérodynamique, c'est pareil. Tu vois pas des avions carrés, tu as vu le style des avions. C'est un moteur, une flèche, et tu mets 2 ailes et un gouvernail. C'est plus ou moins ça, quoi. Après, tu rajoutes des petits plans canards, des petits trucs pour la manœuvrabilité, pour tout un tas de choses, mais tu regardes le design, ils sont plus ou moins tous obligés de se copier. C'est marrant parce que les UFO qu'on voit à chaque génération ressemblaient au design des avions d'époque aussi. Hein, drôle d'origine humaine. Dassault, c'est un type qui a lancé, je te dis, des succès. Le Jaguar, le Mirage 3, hein, demandé aux Israéliens en 67, hein.
Je crois que ça a donné un avion, je sais pas si c'est pas le Kfir, je suis pas sûr, qui aurait été une imitation comme deuxième avion, une imitation du Mirage 3. T'as des très très bons avions, le Mirage 2000, le Super Étendard, et puis t'as le Rafale, c'est un bijou technologique. Et Dassault n'a pas hésité à mettre son argent et à investir très souvent son argent pour développer des modèles, il n'était pas sûr que l'État. Voilà. Quant à l'État, ça l'arrangeait d'avoir quelqu'un de fiable, de français, qui a un siècle de compétences, qui permet à cette filière de tourner et d'exister avec tout le savoir-faire, les compétences, etc. qui vont avec, qui permet de ramener des devises, et qui travaille en toute sécurité. S'il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas aussi l'indépendance qu'à la France. Là, le Rafale, c'est à 100% français. Je voulais insister sur tout ça, parce que tendant des énormités, je vois encore une fois, c'est toujours pareil, on est les meilleurs, les autres ils sont tous minables, alors que le mec c'est un gros, il fait rien, il apporte rien à la France, il passe son temps en plus à la vision raciste du monde comme si les autres étaient bidons, et il ne se rend pas compte que c'est une poignée de gens comme les gens d'Assaut et autres qui font que tu es encore là et que tu es numéro 1, c'est pas toi le champion. T'es pas le champion toi. Toi tu profites, après t'es le supporter qui arrive et qui crie on est les champions. Il faut se rendre compte que dans cette course à la technologie, la France c'est 64 millions de personnes, c'est des petits budgets, les autres en face, la Chine, l'Inde, et ils ont du retard encore. T'arrives pas à t'en rendre compte de ça? Eh bien on va passer au Rafale. Paradoxalement, le Rafale est né d'un échec. On est dans les années 70. Chaque génération voit arriver un nouveau concept, un nouveau paradigme, une nouvelle doctrine d'emploi. La première génération, la génération des biplans et autres, l'avion était utilisé différemment, beaucoup de reconnaissance, et ensuite c'était plus de la bagarre, ils avaient des fusils de chasse, les mecs et tout, et puis ensuite après il y a eu le système allemand, il y a eu un système français équivalent, mais les Français n'en ont pas voulu, un système qui permettait d'aligner les tirs de ta mitrailleuse frontalement avec la rotation des pales, et qui évitait que les balles tapent sur les pales, un truc de fou qui permettait de faire de la chasse confortablement, bref. Ensuite, on a eu la disparition, on a eu la deuxième génération, la génération des années 30, des années 40, Messerschmitt, des Stuka, enfin les Stuka c'était Henkel je crois, Junker, les P-51 Mustang, les Spitfire, avions à hélice. Je te la fais vite, je vais même pas regarder mes notes. Troisième génération d'avions est apparue avec le Messerschmitt 262, c'est des avions à réaction. MiG-15, MiG-19, MiG-17, peut-être MiG-21. Et à chaque génération, tu as eu des apparitions de choses. Par exemple, avec la troisième génération, on a vu la disparition du canon pour l'apparition du missile. Le missile RR. Tu as eu l'arrivée de l'électronique avec la quatrième. Tu as eu tout un tas de choses. Attends, je vais même te la faire bien. Alors là, je t'avoue que je vais... Parce que j'ai lu les articles. J'ai lu les articles, d'ailleurs, tu vois, je fais toute tête, hein, j'évite de trop regarder mes notes, mais là, je voulais quand même rentrer dans le détail. Génération, c'est pas seulement une époque, c'est une technologie et un ensemble de choses. Alors, attends. Les générations d'avions. On va s'y retrouver. Voilà, génération d'avions de combat. Bon, on parle d'avions de chasse, mais c'est des chasseurs bombardiers maintenant. Écoute, c'est très simple. Il y a déjà plusieurs classements. Ça, c'est chiant. Classement de Lyon, classement de Aerospace, classement de l'autre, classement de l'autre. Non, ça va plus compliquer les choses. Chacun prenant une évolution technologique. Par exemple, Air Force Magazine te dit que la propulsion par réaction, alors là il y a 6 générations, jusqu'à la propulsion par réaction, qui est normalement la première génération, la deuxième génération d'avions, eux ils te la mettent en premier. Ils te mettent les avions ailes en flèche, le radar longue portée et les missiles infrarouges comme étant la deuxième génération d'avions, avec le F-86 Sabre et le MiG-15. L'arrivée du supersonique, du radar à impulsion, des missiles à portée au-delà du champ visuel, donc la série des F-100, le F-104, le F-105, le F-4, les MiG-17, les MiG-21, ce serait la troisième génération pour eux. L'arrivée du radar Doppler, pulsé, quatrième génération, la quatrième génération plus, amène la haute agilité, les capteurs combinés et la surface équivalente radar réduite.
l'Eurofighter, le Typhoon, le Sukhoi 30, le F-18. La 4e génération plus, c'est radar à antenne active, poursuite de la réduction de signature et technologie de furtivité active, capacité de super croisière. On met le Rafale, le Sukhoi 35, le le F-15 Silent Eagle, très très beau celui-là. La 5e serait la furtivité, tout aspect avec baie d'armement interne, agilité extrême, capteur pleinement combiné, avionique intégrée, capacité partielle ou totale de supersonique croisière. Ils te mettent le F-22 et le F-35, et ben tu vois, c'est stupide. Par bien des aspects, le F-35 est inférieur au Rafale et serait plus une 4e génération et demie. Et le Rafale serait beaucoup plus une 5e génération. Agilité extrême. Le F-35, agilité extrême. C'est vraiment du foutage de gueule. Et leur 6e génération serait l'extrême furtivité, la capacité de morphing. Mais c'est pas Jean-Louis David coiffure, je refais mon visage. C'est n'importe quoi ça. Revêtement de fuselage intelligent, intégration en réseau, capteur extrêmement sensible. Ça, on va le voir, c'est de la pipe. Moi, je vais reprendre ma manière de voir les choses. Première génération, biplan. Deuxième génération, les avions des années 30 jusqu'à 45. Arrivée de Messerschmitt 262 jusqu'à à peu près les années 70, c'est la 3e génération. C'est là où on commence à introduire des missiles. Ça marche pas d'ailleurs au Vietnam, on revient vite au canon. Parce que les premiers missiles, notamment les missiles infrarouges, ils partaient un peu n'importe où quand ils partaient. 64% d'échecs. Tu peux pas faire de combat. La 4e génération, on a vu apparaître beaucoup d'avions à très très forte valeur technologique, F-16, F-15, etc. Et la 5e, on n'y est pas vraiment, on va mettre le F-22 dedans. Là, on est plus ou moins sûr. Le F-35 n'est pas vraiment furtif, et en tout cas, il n'est pas plus furtif, enfin si, mais il n'est pas plus 5e génération que le Rafale. Sachant qu'on a des inconnus aussi, on a différents avions. Flippez pas, je vais vous mettre toutes les photos. Ça fait que démarrer. Donc dans les années 70, alors il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux utilisent leurs avions d'une manière différente des Russes ou de certains pays du tiers-monde. Il y a des doctrines d'utilisation et il y a des techniques de combat totalement différentes. Les uns étudiant celles des autres, première chose. Au sein de l'Occident, il y a des pays, des petits pays qui n'auront qu'un petit rôle à jouer dans un ensemble plus grand qu'est l'OTAN. Et tu as des pays comme la France qui veulent garder une certaine souveraineté et pouvoir encore aller faire les beaux au Mali. C'est très important aussi. Tu as des doctrines d'utilisation d'avions. Par exemple, les Américains ont impulsé à tous leurs larbins européens, et je le dis comme je le pense, il faut acheter des avions hyper chers, mais c'est la furtivité qui va nous sauver. La France n'utilise pas le Rafale comme ça. Elle l'utilise d'une manière plus intelligente, comme les Russes d'ailleurs, puisque l'objectif du Rafale, il a tout un tas de missions, notamment de porter l'arme nucléaire en profondeur pour aller frapper, ou les bombes, c'est des bombes à laser guidées, ou alors, enfin bon, le nucléaire, mais l'objectif pour eux, c'est d'être, comment dire ça, c'est des infiltrations en profondeur, à très basse altitude, pour profiter des trous radars, dus à la rotondité de la Terre, dû à la rotondité de la Terre, dû à la rotondité de la Terre, dû à la rotondité... Eh oui les amis, les platistes, vous pouvez raconter ce que vous voulez, il y a une réalité, c'est que, par exemple, si la Terre était plate, il suffirait juste de radars très puissants, il n'y aurait pas de trous radars. Il y a des trous radars en raison de la rotondité de la Terre, il y a des radars transfrontaux, transhorizons, pour justement relayer, parce qu'il y a l'horizon qui t'empêche de voir avec tes radars. Il y a tout un tas de choses technologiques, il y a les pilotes qui sont là pour... Alors tu peux raconter n'importe quoi sur YouTube, putain de merde, à nous faire croire que tous les pilotes de la Terre, ou aller chercher des documentaires à extraire une phrase, un truc. Encore une fois, que ce soit en artillerie, que ce soit en balistique, que ce soit dans l'aviation, on tient compte de la rotondité de la Terre, et même sur la mer. Mais il n'y a que vous pour pas comprendre ce genre de choses. Eh ben, les Français misent sur des infiltrations en profondeur, à basse altitude. L'objectif pour le Rafale, c'est d'être vu en dernier. Ils savent qu'ils seront vus, que la furtivité n'existe pas, que c'est un concept commercial. L'objectif pour lui, c'est que son radar voie avant le radar de l'autre. Ça lui permettra d'envoyer son missile qui sera parti, que lui il sera rentré chez lui, que l'autre il ne verra qu'un missile à un certain moment, il n'aura pas le temps de riposter. Et là encore une fois, on retrouve des doctrines qu'on retrouve sur mer ou sur terre, qu'utilisent les armées beaucoup plus fortes technologiquement que les autres, c'est la portée.
Quand la France tire des missiles sur la Syrie, des missiles de croisière Scalp, elle les tire à portée. C'est-à-dire que les Syriens ne peuvent pas répliquer. Quand les Israéliens, le prochain raid israélien en Libye, ils vont le faire en ski. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Et les S-400. Non, ils vont les... Le prochain raid israélien sera en Uber. Le mec, il va aller à Damas en Uber, il va poser la bombe, il va repartir. Et les S-400, ils sont où? Bah non. En ski, en VTT, ils vont tout faire. Non, je te promets, ça va être le catalogue La Redoute. Pardon, excusez-moi. Ouais, puis ça va, c'est que des... Ça se bombardera dans le militaire, ça va, il n'y a pas de population civile qui meurt. Je sais même plus ce que je disais, pardon. Si, bah en Uber, pourquoi pas, ils ont tout fait. Ils ont tout fait aux Russes. Pourquoi pas en Uber? Deux trucs que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais je vais les repréciser là. La différence entre un débile profond, un cow-boy, intelligent certes, mais un gros con comme Trump, et les Israéliens et les Russes, c'est que par exemple, les Israéliens et les Russes sont en bisbille en ce moment, mais ça se sait pas. Les Russes ont dit aux Israéliens, vous rentrez pas en Syrie, c'est nous et tout, écoutez-nous, machin. Bon, depuis, ils sont rentrés 8000 fois. Donc au bout d'un moment, surtout depuis l'an dernier où Poutine aurait tapé du poing sur la table, les Russes se sentent humiliés parce que les Israéliens rentrent et ils peuvent pas les arrêter. Ou alors ils sont obligés d'enclencher de se montrer agressifs et de montrer à tout le monde qu'ils sont en guerre. Donc qu'est-ce qui s'est passé récemment? Suite au dernier raid, les Russes ont dit on va répliquer. Et ils se sont mis à brouiller l'aéroport Ben Gourion. Les Israéliens, tu vois, c'est ça la diplomatie. C'est que ça joue sur plusieurs échiquiers, mais tu ne le sais pas. Donc eux savent que c'est des mesures de vengeance. Mais au lieu de pleurnicher, c'est les Russes. Non, ils ont juste dit, ouais, les Russes nous brouillent, c'est leurs appareils de détection qui ont tendance à déborder, qui nous brouillent, mais c'est pas fait volontairement, mais ça gêne l'aéroport Ben Gourion. Non, c'est pas vrai, c'est une tentative de vengeance mesquine russe, et les Israéliens sont pas tombés dans le panneau d'ailleurs, en la dénonçant pas comme tel, mais en faisant juste de la communication, parce que les avions qui atterrissaient à Ben Gourion avaient des problèmes pendant 3 semaines. Ça, c'est la différence entre eux et Trump qui tweetent, et qui mélangent tous les échiquiers, et qui au final, que ce soit contre la Corée ou contre l'Iran ou contre la Chine, ou au Venezuela, n'obtient rien finalement. Juste il braille. De la diplomatie de cow-boy. Visuelle, c'est de la diplomatie Bruce Willis, pour les gneneux. La vraie diplomatie, ça se fait pas comme ça. Et la vraie diplomatie efficace, ça se fait pas comme ça. Tu humilies pas les gens. Tu les humilies, mais ça se sait pas. Tu téléphones à Macron et tu l'insultes et devant tout le monde tu lui serres la main. C'est comme ça que ça se règle. C'est pour ça que ce type il fait chier tout le monde et de plus en plus de gens. Et quant à ses résultats, excuse-moi, mais j'attends toujours des résultats. Après, si vous me parlez il a remonté une usine aux USA, je te rappelle que t'es pas américain. Hein. Moi, ce qui m'intéresse chez Donald Trump et ce qui intéresse l'essentiel de la planète, c'est ce que vont faire ces malfaisants ailleurs. Et nous, on pensait qu'il allait arriver, qu'il allait bloquer ces malfaisants et qu'ils allaient rester entre eux. Or, il est encore pire qu'Obama. Au moins, Obama, il était stylé. Non, c'est vrai, quoi. Il te massacrait des pays, mais il avait l'air sympathique. Non, mais c'est vrai. Il faisait sympa. Obama, tu le croises, il t'a massacré ta famille, il a envoyé des avions, tu le croises le lendemain, t'es capable de lui serrer la main. Trump, il te donne de l'argent, t'as envie de lui cracher dessus, je sais pas, c'est comme ça, quoi. C'est peut-être parce que je l'ai connu promoteur de boxe et fouteur de bordel à la télé, je sais pas, ça doit être ça. Revenons à nos moutons. Le Rafale est né d'un échec coopératif. Un échec coopératif salvateur. À la base, les Français, pour économiser de l'argent, se sont dit tiens, on va se mettre avec les Anglais. Puisque déjà on est en collaboration pour faire le Jaguar, très très bon avion d'attaque au sol. Jaguar CP4, qui a été retiré du service, mais qui est pas mal intervenu. Un avion d'attaque au sol, bombardement, mitraillage. Et ils se sont dit, voilà, on va économiser de l'argent, on va se mettre à plusieurs. Les Allemands, les Anglais, à l'époque l'Allemagne s'appelait la RFA, les Espagnols, les Italiens. Le problème, et c'est toujours le problème, c'est que chaque pays a des objectifs différents lorsqu'ils font un avion. Les Anglais et les Allemands voulaient un intercepteur. C'est quoi un intercepteur? C'est
2 ailes avec un moteur très rapide qui t'emmène sur une certaine zone pour que tu puisses balancer tes missiles qui intercepteront des bombardiers stratégiques éventuellement nucléaires et qui protégeront l'air de la mer patrie, l'espace aérien de la mer patrie. Ils ne font ni combat aérien, ni bombardement, ni rien. C'est des trucs qui doivent aller rapidement quelque part pour que les missiles partent de cet endroit-là pour couper la route à des trucs. Très souvent, les intercepteurs ont besoin d'appareils d'escorte pour le combat aérien. Des intercepteurs connus, nous avons le MiG-31. De plus en plus maintenant, on a tendance aussi à privilégier des avions multirôle ou omnirôle. Donc par exemple, le Rafale est intercepteur, malgré sa faible vitesse, mais en même temps, le territoire national n'est pas bien grand non plus. Et puis si tu dissémines bien les 5 bases en alerte, ça le fait. En un quart d'heure, ils sont là-haut et ils chopent les avions. D'ailleurs, ils le font souvent en ce moment, puisque les Russes passent souvent à proximité. Les Anglais et les Allemands voulaient un intercepteur qui fasse du combat aérien. Ça donnera l'Eurofighter Typhoon. Une merde. Les Espagnols, je crois qu'ils voulaient un avion pour leur futur porte-aéronef Juan Carlos ou quelque chose comme ça. Enfin, ils voulaient un truc qui atterrit. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent du F-35 hein, en ce moment. C'est parce qu'ils veulent quelque chose qui atterrit sur leur porte-aéronef. Qui va devenir porte-avions. Je mélange un peu, mais bref. Aucun des pays ne s'entendait sur ce qu'ils voulaient. La France, elle voulait un appareil qui fasse tout, qui lui permette de ne pas avoir 8 appareils différents, qui puisse porter la bombe nucléaire française, qui puisse atterrir sur un porte-avions, qui puisse être compatible autant, qui puisse intervenir par tout temps, partout, et qui puisse faire tout un tas de missions, sans forcément... c'est ce qui donnera l'omnirôle. C'est pas multirôle, omnirôle. Là, encore une fois, je vais en parler. Donc, au bout d'un moment... Au bout de quelques années, c'est marrant, on a l'impression que l'histoire repasse les plats là, avec le SCAF. Ils se sont mis avec les Anglais, il y a les Espagnols qui viennent de signer, les Anglais veulent lancer leur truc météore, je sais pas quoi, leur avion Tempest, leur projet Tempest et tout, puis au final on sait que de toute façon l'avion il sera que français. Les Allemands feront faux bond et les Espagnols à un moment donné ne suivront pas, je pense. Donc là, au bout de 7-8 ans, on va dire dans les années 80, début des années 80, commencent à apparaître les mésententes, et puis il y a 83-85, bon la France décide de se retirer. Elle leur dit vous faites votre avion tout seul, nous on se retire, on va faire notre propre avion. À ce moment-là, Serge Dassault, qui avait développé sur ses propres deniers des projets, le Mirage 2000, le Mirage 4000, le Mirage 2000 donnera le Mirage 2000, le M2000 donnera le Mirage 2000, et le 4000 donnera le Rafale. Donc tu vois, le mec sur sa propre thune, il avait déjà des projets qu'il a ressortis. Et on s'est basé sur ça. 86, 4 juillet 86, premier vol du Rafale A. Démonstrateur. Peu de temps après, il sera, je crois, au salon du Bourget, il te fera des figures de fou pour une première démonstration. L'Eurofighter ne pouvait même pas faire ces figures-là et il y avait du retard. Qu'est-ce que je pourrais te mettre pour illustrer ça? Non, on va rester comme ça. De toute façon, là, tu as un beau Rafale Marine. Là. Non, c'est un Rafale B, ça, excuse-moi. C'est un Rafale biplage, je crois. Il est pas mal et tu l'as au-dessus, là. Bref. Il fallait un avion omnirôle. Alors, qu'est-ce que l'omnirôle? Qu'est-ce que le multirôle? Le Rafale, encore une fois, unicité, unique et omnirôle. Un avion a besoin de faire plusieurs choses. Enfin, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de faire plusieurs choses. Non. Il y a différentes utilisations d'un avion à l'heure actuelle. Tu as la suprématie aérienne, c'est la chasse. C'est on va occuper un espace aérien, on va se bagarrer contre les autres pour l'occuper nous. Tous les jours on sort, toutes les nuits on sort et on se bagarre avec les autres. Ça s'est vu dans pas mal de guerres, notamment en guerre de Corée, il y avait la Migalée là. Les mecs ils voulaient se taper, le matin ils prenaient leur avion, ils montaient là-bas, ils finissaient par retrouver les autres, ils s'embrouillaient et repartaient. Tu as aussi la suprématie aérienne, tu interviens, la défense aérienne sur ton pays. Dès qu'un avion approche, tu sors les avions et tu menaces de l'abattre et tu le reconduis. Ça, c'est la chasse pure. Tu as le bombardement, éventuellement le bombardement nucléaire. Très souvent, les avions maintenant sont chasseurs-bombardiers. On distingue juste les bombardiers stratégiques des bombardiers tactiques. Un chasseur-bombardier peut envoyer quelques bombes. S'il faut envoyer beaucoup plus de bombes, on enverra des bombardiers beaucoup plus lourds, des bombardiers stratégiques.
les Tupolev 75 ou 160, les Blackjack russes par exemple, les B-52, les B-1 lanceurs, et éventuellement les B-2. Tout dépend du type de bombardement. Ça peut être un bombardement stratégique nucléaire, c'est-à-dire poser une bombe atomique dans la capitale en face. Ça peut être un bombardement d'appui au sol. L'appui au sol, mitraillage, l'avion vient aider les troupes au sol pour attaquer d'autres avions. On balance des missiles, on balance des roquettes, on mitraille éventuellement, même si en ce moment c'est plutôt des missiles. Ça pose un problème dans les guerres asymétriques, puisque le gros, le costaud, il suffit de le faire courir un peu, c'est-à-dire il suffit de le faire dépenser un peu d'argent et il en a marre de cette guerre asymétrique. Donc on est en train de se dire dans les armées occidentales, et si on ressortait le vieux matériel rustique, lorsqu'on va combattre au Mali, il vaut mieux envoyer des Alpha Jets comme avions, comme d'autres peuvent envoyer des Yak 130, ou comme les Américains achètent des Super Tucano, c'est des avions de 3e génération, c'est des avions, c'est 1000 euros l'heure de vol ou 2000 euros. On les prend, on leur met 2 bombes, on leur met 2 mitrailleuses, on leur met 2 roquettes, 2 missiles et c'est bon. Et puis ils vont là-bas, ça nous coûte moins cher qu'un Rafale à 15 000 euros. L'heure de vol pour aller niquer un pick-up où t'as 3 mecs en sandalettes qui boivent le thé. Parce qu'en guerre asymétrique, le petit a compris qu'il fallait faire bouger le gros, quoi. Il fallait lui faire claquer de la thune, et comme l'économie du gros ne tiendrait pas, avec ses gros jouets, au bout d'un moment, il en a marre. Donc il y a cette réflexion dans les armées occidentales très 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 évoluée. Il y a aussi une réflexion qui peut sembler paradoxale, je le dis là, je le répéterai peut-être plus tard, c'est qu'on est en train aussi de créer 2 types d'armées. Une armée rustique qui va fonctionner et qui va se préparer à fonctionner sans le GPS, à la boussole comme avant, l'officier d'infanterie qui t'emmène, il lit la carte, tout ça, on fait ça avec 3 bouts de ficelle. Si on doit affronter les types en face, on les affronte avec les mêmes moyens parce qu'on peut encore les battre, même si on a un peu plus de morts. On va oublier la doctrine zéro mort. Et de l'autre côté, on est en train d'envisager donc une aviation de 6e génération qui va être connectée au sol, aux satellites, aux avions ravitailleurs, aux avions AWACS et à des essaims de drones qu'elle maniera. Et ça, je pense que c'est l'étape qui va nous mener vers une guerre à la Star Wars, c'est-à-dire on construira des armées avec des drones et des appareils qui n'auront plus besoin de pilotes. Il y aura 0 mort. Ça sera juste de la ferraille contre de la ferraille. Et en même temps, on gardera le côté rustique pour les humains. Tu vois, il y a ces 2 trucs qui paraissent antinomiques, mais c'est les évolutions des armées modernes. En tout cas, c'est les réflexions qui sont portées. Et la marche intermédiaire, donc 6e génération, c'est voilà, on a un avion, il contrôle des drones, il va envoyer les drones, les batteries antiaériennes vont tirer les drones, lui il va voir où sont les batteries antiaériennes, il va balancer ses missiles, il va passer, il va nettoyer la place, tous les copains peuvent passer. Il y a aussi la vision, il faut aussi dominer le spatial. Très récemment, la France a créé une force spatiale, les structures en tout cas d'une force spatiale, puisque dans l'espace et dans la très très haute atmosphère, les règles ne sont pas pareilles, c'est pas des avions. Les règles dans l'espace, c'est plus des règles qui ressemblent à des batailles marines. Tu te déplaces pas pareil. C'est plus inertiel, c'est plus... c'est autre chose. On compare l'espace à la mer, pas aux airs. Et en haute atmosphère, les règles de combat ne sont pas pareilles parce qu'il y a moins d'air. Ça va plus vite, c'est moins stable, il y a tout un tas de choses. Voilà, donc... pourquoi une force spatiale? C'est parce que les satellites sont de plus en plus espionnés par des satellites espions qui essaient d'intercepter des communications, les Russes, les Chinois, etc. Les grandes puissances peuvent détruire les satellites des autres. Si tu détruis les satellites des autres, il y a tout un tas de capacités, en tout cas de capacités militaires en balistique, en avion et autres qui disparaissent, et on revient aussi à des guerres peu rustiques. Il faut se préparer à ça. Vous voyez, il y a ces 2 choses qui sont antagonistes, c'est comment revenir au rustique, comment revenir aussi dans une ambiance intense où l'électronique ne fonctionne plus, ambiance nucléaire. Si tu balances quelques bombes nucléaires dans l'air, ton électronique elle marche pas, elle est niquée, c'est fini, hein. Ton magnétoscope il marche pas et tout. Et à côté de ça, comment se préparer à la guerre de l'espace, et une guerre moins chère en hommes, moi. Imagine un truc, parce que tu as la DARPA aux USA, tu as d'autres qui travaillent sur des robots qui viennent aider des soldats. Mais bientôt, on pourra faire aussi, imagine une intelligence artificielle qui pourra diriger à distance des milliers et des milliers de cyborgs. Comme l'armée de l'Empire. Avec un seul cerveau, Satanas. Et je rappelle aux gens que l'IA, c'est pas forcément quelque chose de localisé, hein. Ça peut être quelque chose de dilué partout. Imagine une armée de cyborgs qu'on t'envoie par millions, parce qu'on a de l'affaire à gogo, dirigée électroniquement, quasi invincibles, et ils ont tous la même tête. Imagine tes soldats comme ils flippent psychologiquement. Tu vois, voilà, on va vers ce genre de choses-là. On va poursuivre le Rafale un petit peu, hein. Enfin, pas le Rafale, mais...
Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de passer à l'essentiel? Alors le Rafale, je vais rentrer dans la technique, ouais. On va rentrer dans le technique. Je voulais juste... Premier vol 4 juillet 86, démonstrateur. Premier prototype 19 mai 91. Il est mis en service en 2002. La version marine d'abord. Elle est plus lourde de 750 kg. Parce qu'il a fallu renforcer le train d'atterrissage, et notamment avec un dispositif d'atterrissage sauteur. Tu vois le savoir-faire. Tu verras que le Rafale, par exemple, il y a des bidons d'approvisionnement. Ces bidons, c'est pas seulement un bidon, un tube, et hop, le kérosène monte. C'est des trucs brevetés, c'est des trucs de technologie. D'ailleurs, ils les vendent. Tout un ensemble de... les coques en composite. Il faut savoir que, par exemple, la coque, les structures internes du Rafale, les structures les plus importantes, qui doivent être changées tous les 3000, enfin, qui doivent être changées régulièrement, hein, parce que le truc, à chaque vol, après, derrière, tu as tout un tas de gars qui le poncent, qui arrangent les trucs, qui vérifient tout. On peut pas se permettre de négliger un avion qui coûte aussi cher. C'est pas... voilà. Donc la structure interne n'a connu aucun changement après 3000 heures de vol. C'est quelque chose de fiable. Le Rafale, il est éprouvé au combat. Alors là, moi, je vais apporter quand même un bémol. Quand on te dit que le Rafale est éprouvé au combat, ouais, je veux bien. Il est allé au Mali, il est allé en Syrie, il est allé en Afghanistan, mais il a affronté qui? Non, il est éprouvé au combat, dans des combats de faible intensité, avec des faibles défenses aériennes. C'est déjà pas mal. Mais pour moi, les avions qui sont éprouvés au combat, les seuls avions vraiment éprouvés au combat, c'est peut-être les avions américains ou israéliens. F-16, F-15 qui ont vraiment combattu, qui ont fait des duels. Quoi qu'il en soit, au Mali, en Afghanistan, en Syrie, ailleurs, tout ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a fait, mais bien. Oui, il a lancé des missiles Scalp depuis Chypre, c'est vrai. Il n'a pas combattu d'avions syriens ou russes. Mais bon, il l'a fait bien. Le coût unitaire, on dit qu'il est très cher, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'heure où je te parle, c'est à peu près 70 millions hors taxe. C'est pas cher pour un bijou comme ça. C'est 40, non, je dis des conneries. C'est 27 ou 28 milliards pour développer un avion comme ça. Étalé, ça fait partie des charges fixes. Le F-35, c'est 1500 milliards. On en est à 1500 milliards pour le développement. 225 Rafales prévus en France, 152 construits. Il y a eu 24 Rafales construits pour les Égyptiens, 17 pour les Qataris, 1 pour l'Inde, sur des commandes allant de 24, 36 à 36 aussi, ouais, tiens, 2 fois 36. Donc on en a 194 construits en 2016, donc il doit y en avoir un peu plus là. On les construit un peu au goutte à goutte aussi, parce qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient tous là, et puis pour garder les lignes de fabrication en attendant d'autres commandes. Le problème du Rafale, c'est que c'est un bijou, mais il ne s'est pas bien vendu. Il s'est très peu vendu. Il s'est vendu ces dernières années parce que les Américains ont donné officieusement leur feu vert à des pays larbins comme l'Égypte, le Qatar, achetez-leur un peu, parce que malheureusement la politique étrangère française depuis Sarkozy est entièrement alignée aux USA, et même les anglo-saxons disent qu'on est le larbin numéro 1. C'est pas moi. Hein. Donc de temps en temps ils te remercient. Comme là, ils ont dit aux Australiens, allez, achetez des Barracuda, il y en a pour 4 milliards, achetez-les aux Français. Ou comme ils ont dit à un tel, voilà. Ils font la pluie et le beau temps, il faut le savoir. Donc voilà pourquoi il ne s'est pas vendu pendant longtemps. Parce qu'il y a tout un tas de pays qui devraient l'avoir. Et puis tu as tout un tas de pays qui ne l'achètent pas parce que eux veulent avoir le parapluie nucléaire américain. Alors même si on leur envoie une grosse bouse, comme le F-35, ils s'en foutent. Venez, venez. Le parapluie nucléaire américain, c'est que tu auras l'assistance, tu auras du matos, tu auras des prêts pour l'armement, et tu auras peut-être même des éventuelles interventions de l'armée américaine, tu auras des communications qui sont données par le renseignement, tu auras peut-être l'installation chez toi de troupes américaines, ça fait de la devise, ça fera tourner les bars, les restaurants et les filles de joie d'à côté, c'est ça, hein, je veux dire, l'Allemagne a vécu beaucoup de villes allemandes, j'ai été militaire en Allemagne, donc les Américains, je les ai vus, j'étais dans une ville garnison, on les voyait, on allait dans les mêmes boîtes qu'eux. Je connais cette ambiance. Hein. On allait même dans leur base aérienne acheter des jeans Levi's. Hein, pour ceux qui ont connu l'Allemagne, hein, avec ta carte SMA, tu pouvais acheter un jean Levi's à 60 francs à l'époque alors qu'il faisait 500 francs dehors. Tu achetais des briquets Zippo pour tous ceux qui ont fait l'armée en Allemagne et qui n'étaient pas loin d'une base aérienne américaine ou autre et qui étaient dans une ville garnison. Voilà, on a tous connu la même chose. Bref.
Je fais l'ancien combattant un peu. Moi, à un moment donné, j'ai passé un CTE. Parce que quand tu prends tes grades, tu dois passer un certificat technique, hein, tu dois maîtriser, tu as un poste civil, un poste militaire, donc tu dois maîtriser une partie militaire, et moi j'étais sur canon de 40. Hein. Et une fois ou deux, on s'est entraîné pas loin de base américaine, on avait un accord, tu avais des avions américains qui tournaient, et nous on s'entraînait à les pointer et à suivre, parce qu'il faut une fluidité dans le suivi du canon de 40. Et eux, ils faisaient semblant de nous tirer dessus, on voyait des flamèches rouges ou je sais pas quoi, ou des signaux, ou des warnings ou je sais pas quoi. Bref, c'était assez marrant à voir. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'avec nos canons de 40, on avait 2 minutes de durée de vie face à des avions déjà de 4e génération. Je vous dis ça, c'était en 90 et c'était en Allemagne. Et on reste dans l'aviation. Alors je regarde un petit peu. Avant de rentrer dans le vif, hein, parce que je vous ai dit, ouais, bijoux, tout technologique, tout ça et tout. Le Brésil n'en a pas acheté. Alors qu'ils en auraient eu besoin, le Canada non plus. Pour des raisons politiques, hein. C'est tout. C'est tout. Le Brésil, ça devait être... Parce qu'à chaque fois que les Rafales passent les tests, les contrôles, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut pas avoir, ils sont premiers ou deuxièmes. Et à chaque fois, et d'un coup, ça s'arrête. L'appel d'offres s'arrête. Et oh, ben, on a décidé de prendre des F-35, tout pourri. À plusieurs reprises, on l'a vu. Les Suisses vont pas les prendre, ils vont prendre le Gripen. Mais là, à la limite, j'ai envie de dire qu'il est peut-être adapté au territoire suisse. Les Belges, ils sont trop petits pour résister au F-35. Ils en sont à faire des économies à côté. Les Allemands, les Anglais, les Hollandais, ils achèteraient n'importe quoi sauf un truc français. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce que leur Eurofighter Typhoon, qui est devenu un avion de merde, hein, qui est juste capable d'abattre des MiG-29 serbes, c'est tout ce qu'il sait faire. Non, parce qu'ils voulaient ils ont voulu un Eurofighter qui fasse interception, attaque au sol, chasse, combat aérien, reconnaissance. Tu peux pas tout faire en même temps. Ils voulaient une mobilette qui fasse trottinette, camionnette, gros camion 38 tonnes, berline et voiture de luxe. T'as compris? L'interception ne te permet pas de faire de la chasse. La chasse, ton avion de chasse, il n'est pas fait forcément pour l'attaque au sol où il faut un avion robuste qui puisse descendre sans décrocher, etc., qui puisse être lent. Un intercepteur, il doit aller très très vite. Un avion de chasse qui fait de l'appui au sol doit être au contraire beaucoup plus lent. Déjà, comment tu concilies? C'est pas seulement une histoire de ah bah je diminue la vitesse, ça marche pas comme ça. L'Eurofighter, donc ces pays-là ont des Eurofighters, ils en achètent. Mais ils achètent des avions, des deuxièmes avions pour les protéger, ça aussi c'est marrant. Parce qu'à la base c'était pas le but. Hein. Tu achètes un avion et tu achètes un avion pour pallier à cet avion. Bref. Et ils achètent américains. Même leurs avions, ils préfèrent pas les acheter. L'Eurofighter pour attaquer la Libye comme à l'époque coloniale, ouais, ça marche. Mais contre les Russes, ton Eurofighter il tient pas longtemps. Voilà. Parce qu'en face, les Russes ont privilégié la maniabilité, le combat rapproché. Ils savent que ça se fera à un moment donné quand il y aura trop d'avions là-haut. Et l'Eurofighter, il peut pas. C'est une camionnette. Face à un Sukhoi 30, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En face, le gars, il a le temps de faire 3 tonneaux, 2 barriques, un double 8 cubain et de revenir, et de boire une bière. Et l'autre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais sérieux. Écoutez, c'est simple. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu il y a toujours des combats simulés. Enfin, réel, mais ils se tirent pas dessus. Mais la simulation, c'est au niveau des tirs. Entre des Rafales et des Eurofighters, tu as 2 Rafales, par exemple, qui ont engagé 4 Eurofighters. Je crois que ça a pris 15 secondes. Sans perte. Très souvent, dans des exercices avec des F-22 américains, les Rafales gagnent systématiquement. En combat rapproché, en combat éloigné, c'est différent parce que le F-22 a une vraie furtivité. Je te parle même pas des F-35. Le Rafale contre les F-16, ils battent tout le monde en combat aérien. Combat au près, combat au très près, combat au-delà de l'horizon. La rotondité de la Terre. Et oui, c'est ça, combat au-delà de l'horizon. Voilà pourquoi les avions, lorsqu'ils lancent des missiles à très très longue portée, comme on va le voir là, ont besoin d'avions relais ou de systèmes relais comme le GPS. Sinon, le missile, comment tu veux qu'il soit guidé au-delà de l'horizon? Mon ami, ça prouve que la Terre est ronde.
Je peux t'en faire plein des comme ça. Non, mais tu auras beau inventer ce que tu veux. Je veux dire, ça, c'est pas un complot de la NASA, là. Je veux dire, c'est des millions de personnes. C'est comme le mec qui me dit les satellites n'existent pas. Donc, tu as des pays qui achètent des satellites, qui viennent assister au lancement du satellite, qui voient comment ça marche, qui reçoivent des ondes du satellite. Hein. Tu sais, tu fais de la radio, de la goniométrie. Tu sais que les ondes, elles arrivent de là. C'est pas des câbles sous-marins, mais il n'y aurait pas de satellite. Bah. Revenons à notre avion. Il y a eu quelques ratés au départ, comme dans tout avion, mais très peu. Il y a un moteur qui poussait pas assez. C'est un moteur à double flux. En gros, c'est deux moteurs. C'est un double réacteur, un biréacteur. Enfin, c'est un turboréacteur à double flux avec post-combustion. La post-combustion permet d'aller beaucoup plus vite en injectant de l'essence derrière, dans les tuyères, qui sera directement absorbée et qui permet donc d'accélérer. Mais ça consomme beaucoup. Et un Rafale consomme beaucoup. Un Rafale, c'est 1 heure ou 2 d'avion. Pas plus. Et il doit être réapprovisionné derrière. C'est 12 heures d'endurance. C'est plus de 1000 km d'endurance avec un seul plein à basse altitude, parce qu'à basse altitude il y a plus d'air, ça consomme plus, mais c'est aussi en configuration RR une endurance de 1700 km sans approvisionnement. Ils sont approvisionnés et ils peuvent aussi utiliser des bidons 1250 litres ou 2150 litres par 3 ou par 2 selon leur mission, sachant que ces bidons, s'ils doivent faire du combat aérien, ils les lâchent vite, ils les font tomber et ils se battent, parce que ça gêne la manœuvrabilité. Et puis ça alourdit. Super croisière à Mach 1,4. Et maximum 1,8. Voilà, c'est la petite faiblesse, c'est qu'il n'est pas assez rapide pour être un vrai intercepteur pur, mais il s'en fout, il est omniroll. L'omniroll, tout à l'heure, j'ai essayé de vous en parler, puis je crois que je suis passé un peu vite. L'omniroll, c'est simple. Donc, un avion a besoin de faire tout un tas de choses. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, il y a des choses qu'il pourra faire. Les avions de maintenant peuvent faire quasiment tout, mais ils doivent redescendre, changer de nacelle, changer de matos, c'est-à-dire chaque mission. Par exemple, le gars, s'il fait une mission de chasse, il doit redescendre pour aller faire une mission de guerre de reconnaissance ou de guerre électronique ou d'appui au sol. Il doit redescendre, reprendre un autre équipement, avoir de nouveaux réglages, etc. Le Rafale est omniroll, il peut tout faire en partant. Il faut lui mettre les bons trucs et c'est bon. Tu lui mets la nacelle Damoclès, il pourra faire de l'appui au sol. Tu lui mets des missiles Mika, il pourra tirer sur d'autres avions près. Tu lui mets un missile Météore, il pourra tirer au loin. Tu lui mets Talio, la nacelle désignation de tir, bon voilà. Ça c'est important. Le Rafale était censé remplacer le super étendard en devenant le Rafale Marine, les Mirage 2000. Tous les avions français devaient être remplacés par le Rafale. Économie de coût, quand tu n'as qu'un seul modèle, hein, tu achètes les pièces en gros, tu as une économie de coût. Voilà pourquoi lorsqu'on a voulu ressortir le Mirage 2000 pour le mettre à l'exportation, certains, ces dernières années, te disent ouais mais les F-16 sont revenus, les F-15 reviennent, il suffirait qu'on ressorte le Mirage 2000, qu'on le rétrofite, qu'on l'arrange un petit peu et on peut le vendre, il y a un créneau. Ouais mais on oublie de dire que le Rafale a été aussi imposé pour éviter d'avoir plusieurs modèles d'avions parce que c'est coûteux. Et tu vas avoir peut-être 1 ou 2 contrats et encore avec les Émirats, et après tu fais quoi? Surtout que les chaînes de fabrication, là c'est fini le Mirage 2000. Ça coûterait plus cher de les remettre en production que de ne rien faire. Ah, le choix du modèle unique. Dassault, pas tout le temps, hein. Quelquefois c'est des ailes en flèche, mais Dassault, alors attends, là je vais faire un truc, je vais laisser le Rafale, je vais baisser là, je vais te mettre d'autres avions français. Je vais te mettre d'abord un Rafale catapulté. Ouais, ça marche. Ça, c'est un Rafale catapulté, mon ami. Mais d'un porte-avions américain. Ça, c'est une opération très technique. Je vais. Alors, attends, on va te mettre d'autres trucs. Je te mets ça, par exemple. Voilà, ça te donnera le temps de lire un petit peu. Pendant que moi... On va te mettre un Mirage 2000. Ça, c'est un Mirage 2000, ça. Ouais, c'est toujours la même gueule, hein, les gars, mais bon. Mirage 2000. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un super étendard. Super étendard. Là, par contre, c'est pas des ailes Delta. C'est des ailes en flèche. Super étendard. Avion de chasse pour la marine, comme le F-18 pour les USA, pour l'aéronaval. Mirage 4. Non. Ah. Mirage 4. Hop. Voilà. Ça, c'est un Mirage 4. Là, on reconnaît l'aile Delta. Beaucoup plus lourd que... Bon, voilà. Je vais pas tous te les faire.
Je vais pas tous te les faire, je vais même en enlever. Et puis je vais revenir ensuite à la technologie. Ça c'est important, parce que c'est pas tout d'en parler. Hop. Ah, que tu vois ma gueule un peu. Je vais t'enlever celui-là aussi. Supprimer. Yes. Ouais, on va l'enlever celui-là aussi. Puis après on va faire aussi un comparatif avec les avions qu'on a là. Ça c'est un... Ça c'est bien. Ça c'est un neurone. C'est un drone. C'est un drone, je pense, haute altitude, longue endurance. Le problème de ce drone européen que Dassault fabrique, c'est qu'ils ont décidé de ne pas l'armer. Alors qu'on sait très bien que les drones seront armés à un moment donné. Alors pourquoi tout de suite prendre du retard? Mais bon, ça te montre encore une fois que ça c'est le futur de l'aviation. À mon sens, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et ça te montre encore que la France est dans le coup. Il y a ceux qui réfléchissent sur le futur et il y a ceux qui consomment et qui achètent. Et voilà. Choisis ton camp, camarade, sachant que pour être là, il faut quand même travailler un petit peu. Alors ensuite, je voulais te mettre un autre rafale, que tu le voyais sous un autre angle. Tiens, sous cet angle-là, par exemple. Voilà. Ça me permettra de te parler de ces ailes delta, qui donnent une grande instabilité, donc une grande manœuvrabilité. Je cherche pas à comprendre. Je peux te parler des petites ailes là qu'on appelle des plans canards. Pareil, qui servent de rétrofrein, qui s'adaptent grâce à la fusion des données au type de pilotage. Donc elles bougent en fonction pour optimiser ce que veut le pilote. C'est ce que permet aussi la fusion des données, on va en parler. Tu remarqueras la petite tige au-dessus du cockpit, là c'est pour la perche de ravitaillement. Normalement l'optronique est en dessous, je vais te dire à quoi ça sert. En bout d'aile c'est des missiles RR courte portée Mika qui remplacent les magiques. C'est peut-être pour ça que la Gardère il m'a bloqué ma vidéo, puisque c'est lui qui fait ce genre de choses. Là on voit pas, mais c'est deux flux, hein. C'est un moteur mais à deux flux. Pourquoi deux flux? C'est parce que si tu prends un oiseau, que tu as une partie du moteur, voilà, c'est comme si tu avais deux moteurs. Ça permet de rentrer. Ça c'est important. La vitesse de décrochage elle est assez basse. La vitesse de décrochage d'un Rafale c'est la vitesse à partir de laquelle, en deçà de laquelle tu tombes. Il n'y a plus de portance. Tu sais comment ça marche un avion, hein. Il n'est pas porté par l'air, il est aspiré par l'air. Il y a un phénomène de dépression qui fait que l'avion est aspiré par la masse du dessus, hein. Ça s'appelle la portance, c'est comme ça que ça marche. Pour ça il faut une certaine vitesse, il faut un certain truc. Et puis voilà, si tu tiens pas cette vitesse tu décroches. Là c'est une vitesse quand même intéressante de décrochage parce que ça te permet d'atterrir beaucoup plus souplement. Donc d'économiser beaucoup plus ton avion. C'est des avions qui ont 8000 heures ils sont prévus pour 8000 heures de vol, pas plus. Plafond de 15 000 mètres, ça on s'en fout. Rayon d'action, je t'en ai parlé. 12 heures avec ravitaillement, ça c'est son endurance. Pour l'instant, on peut la pousser, hein. Mais je pense que c'est fait en biplace. L'armement. Il y a un truc qui est important, c'est le canon. On a remis des canons partout, même s'il n'y a pas de combat auprès. Le canon, je pense que ça sert en ultime recours. Là, c'est un canon Nexeter, canon DEFA, mais différent des autres canons DEFA, puisqu'il tient compte de tous les facteurs de charge. Alors là, regarde la technologie. Un canon, c'est pas seulement un tube où il y a un truc qui explose et qui part. Puisque là, le canon, il doit gérer les mouvements, il doit gérer les vibrations, il doit gérer la chaleur. Ça suppose un bon métal pour ça, ça suppose un certain alliage. Il doit gérer, il doit cibler. La vitesse, la cadence de tir, c'est 2500 coups minutes, je te rassure, il n'y a que 125 obus, ça te donne 3 secondes de tir, donc hein, c'est pas Chuck Norris là. Hein. Je vois, je tire, je prends. C'est fini. Donc là, déjà, on voit la technologie. La technologie, on la voit aussi. Alors, il y a 14 plus 2 points d'emport. C'est un des avions qui porte le plus d'armement. Ça aussi, c'est important. Et à l'époque, c'est une révolution, parce que quand il est arrivé, il n'y avait pas d'avion équivalent. Après, on a vu arriver les Sukhoi 27, les MiG-29, on a vu les rétrofits des F-16, Bloc 3, après ensuite il y a eu quoi? Il y a eu le Viper, on a vu le Silent Eagle, le F-15 arriver, on a vu tous les autres avions arriver, mais lui, il était en 4,5 déjà, voire même en 5. Sa surface équivalente radar équivaut au signal que ferait un, je sais pas, même moins qu'une mouette. C'est comme sur le radar, tu avais un truc, c'était une mouette, le radar, tu vas pas trop le calculer. Jusqu'au moment où tu t'aperçois que la mouette, elle va à 2000 km/h, c'est que là, il y a un problème.
Voilà, un radar, c'est aussi des logiciels qui traitent, parce que tu as différents types de radars à différents types de fréquences. Un radar de Météo France pour repérer la pluie fonctionne pas pareil, mais c'est sûrement pas sur les mêmes fréquences qu'un radar de combat, qu'un radar en tout cas militaire. Et sa surface équivalente radar, voilà, elle est inférieure. Après, c'est les logiciels de traitement qui font qu'on va le repérer. Mais lui, son objectif, c'est déjà de ne pas être vu du tout en utilisant les 3 radars, et ensuite être vu le plus tardivement possible, sachant que voilà. Puis tu sais qu'à un moment donné, s'il y a une énorme guerre avec des milliers d'avions au-dessus, que tu sois vu ou pas, t'en branles, hein, t'arrives, tu tires dans le tas, tu te casses. Hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est bon. Il peut prendre jusqu'à 10 tonnes de missiles ou de bombes qu'on va détailler, et il peut porter aussi 3 bidons de 2000 litres ou 2550 litres. Il y a les 2 modèles. Il y en a un qui est à la vente, ou des bidons de 1250 litres selon le type de mission. C'est voilà, encore une fois, une nouvelle technologie qui permet d'alimenter, de décrocher, de couper à l'autre, etc. Il y a des capteurs, il y a tout ça. Et voilà, c'est pas que des simples bidons, c'est pas des jerrycans. Moi, ce qui m'intéresse, un avion, c'est quoi? C'est le moteur. C'est des moteurs Snecma M88, donc 2 flux. Très bonne poussée. Chaque flux, c'est 50 kN de poussée sec. Et donc à 2, 100. Et en post-combustion, c'est 75. Donc les deux, ça devrait être normalement 150. Si je dis pas de conneries, je n'y connais rien. Mais en tout cas, je suis allé un peu comparer. Il a la poussée à 100 kN puisqu'il y a deux flux. Il a une poussée... c'est une bonne poussée. C'est un bon rapport poussée-poids. Voilà. C'est très très bon. Ce qui lui permet de faire tout un tas de manœuvres, de faire tout un tas de choses que ne peut pas faire d'autres avions. Je crois que les poussées supérieures, tu les retrouves sur le F-22, qui est extrêmement maniable. C'est un moteur. C'est une coque, un fuselage, avec des alliages, carbone, tout ça. C'est de l'optique, l'optronique. Pour voir et détecter et faire la conduite de tir. C'est les radars. Ça fait partie de l'avionique. C'est le câblage. C'est l'armement des missiles et les missiles. Et les différents types de bombes. On verra que là, c'est des bombes à guidage laser AASM. C'est le type pavoué américain. Des bombes à visée laser. Le laser ton optronique peut faire la visée laser, ou ça peut être un autre avion sur place qui le fait. Donc il y a tout un tas de compétences, il y en a encore beaucoup plus. Hein. Le plexiglas par exemple, qui fait que l'avion, comme l'avion a plusieurs rôles, regarde la vue qu'il a, regarde le plexiglas, il voit derrière, devant, partout, il voit dans le temps, il voit dans le futur. Voilà, c'est important ça aussi. Rien que ce genre de truc, c'est pas du plexiglas, c'est pas les avions iraniens là qui te montrent avec du plexiglas de voiture récupéré à la casse. C'est un matériel spécial, composite, etc. Le siège d'éjection, c'est aussi une autre... Tout est français. Hein. C'est aussi une technologie. Le casque, c'est un casque à réalité augmentée, à viseur haut, tête haute. Tu as les informations là et tu vois. Et tu peux passer d'une info à l'autre, d'un écran à l'autre. Et tu as le viseur tête haute. Tu verrouilles avec ton casque. Et les missiles, ils se préparent. Il faut verrouiller avec ton casque, comme ça. La manette, elle est là. Elle n'est pas au milieu, elle est là. On s'est aperçu que c'était excellent. T'as un petit truc comme ça qui change tout. L'avionique, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est presque un 5e génération. Il a un radar. Au départ, c'était un radar qui n'était pas super... qui n'avait pas une super portée. C'était un RBE2. Qui n'avait pas une super portée, qui était antenne passive, mais qui pouvait suivre jusqu'à 40... cibles, et qui pouvait en engager plusieurs au sol et en l'air en même temps. Le F-22 ne peut engager qu'une cible en l'air et une cible au sol en même temps. C'est tout en l'air ou tout au sol. Là, le radar te permettait d'engager des cibles, d'engager 8 cibles et de passer du mode sol au mode RR immédiatement. Impressionnant. En 2012, on a installé un nouveau radar Airbnb, non je rigole, Airbnb, non, RBE2 AESA, antenne active. Donc c'est la toute dernière technologie. Il y a très peu d'avions qui ont ce genre d'antenne. Je crois que voilà, un avion comme le MiG-29, voilà, il a 2 rétros et il a un poste à cassette à côté. Tu me diras, il est fait pour ça aussi.
Parce que le MiG-29 a été fait en configuration nucléaire, en configuration où il n'y a plus d'électronique. Donc il est fait qu'avec des trucs rustiques. Ça a été voulu par les Russes. Quand les Américains l'ont décortiqué, ils se sont dit mais c'est un avion tout rustique. Ils leur ont dit mais attendez, avec vos avions électroniques, on lance une bombe atomique, il marche plus. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, lui il marche. Et il est hyper maniable. Donc il n'y a même pas la conduite. Conduite assistée par ordinateur, j'allais dire ouais c'est ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de conduite manuelle électrique ou électronique, il n'y avait rien. C'était comme avant, à l'ancienne. Bref. 2012, on installe donc sur la tranche 4, les 60 rafales de la tranche 4, on installe ce radar et on remet à niveau progressivement le parc. Donc ce radar permet une portée plus grande, permet un suivi du terrain, permet le vol automatique parce qu'il suit le terrain, donc tu peux pas t'écraser, une résistance accrue au brouillage électronique des avions d'en face, permet de détecter un avion de ligne à 140 km. Un avion de ligne s'éloignant, parce que c'est pas pareil la détection si le truc s'éloigne ou si le truc arrive, enfin si le truc arrive ou si le truc s'éloigne plutôt. Petite anecdote. On a parlé des S-400 russes. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que contrairement à ce qui est indiqué, ils ne peuvent pas acquérir de cibles à 400 km et encore c'était des avions de ligne autres. Ils ne sont efficaces qu'à 150 km. Ça il faut le savoir, les chiffres qu'on te donne c'est des chiffres maximum, c'est des chiffres bidonnés. Et les Russes, il faut savoir qu'ils ont un problème avec leur radar. Leur radar principal du S-400. Je l'ai appris en fouinant un peu. Et ils veulent pas que ça se sache, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont éteint. Ils ont un problème, oui. Voilà. Donc quand on me dit qu'ils peuvent acquérir des cibles à 400 km, c'est des conneries. Puis apprenez à lire. Ça c'est portée maximum. Si t'as King Kong qui arrive et qui pousse des grands cris, ouais, il va le... Voilà, tu vois. Lorsque je dis que le radar AESA peut acquérir à 140 km un avion de ligne qui s'éloigne, c'est beaucoup plus crédible. Tu n'attraperas pas un hélico, un petit avion à 400 km. Et le S-400 a ce problème-là. Je regarde, hein, parce que faut vous rappeler aussi que les avions ont, notamment la liaison 16, fusionnent leurs données, et que chaque avion, si tu es, on va dire, s'ils se placent dans un certain ordre, s'ils coordonnent leurs forces, quand tu lances ton missile, il y a un autre avion qui va le guider. Il y a des relais. Because il y a l'horizon de la Terre encore. Le radar AESA, c'est du repère à 200 km en mode RR. C'est énorme. La plupart des radars, c'est 130 km. Là, c'est 200 km en mode RR. Ce radar permet aussi de guider le nouveau type de missile. Et c'est super important. Et c'est encore une fois une nouvelle technologie. Il faut savoir que le Rafale peut emporter tout un tas de missiles de toutes sortes et évolutifs. La preuve, on est au standard F3. Et il passera au standard F4 en 2025. C'est-à-dire on va rajouter de nouvelles fonctions. Puisqu'il a des calculateurs et des trucs, il suffit de brancher avec et ils acceptent de nouveaux matos. On va parler du calculateur EMTI, qui permet la fusion de données, qui permet aussi la conduite, qui permet la fusion de données. Et ouais, c'est pas un drone outil, c'est un Rafale. Le missile Météore, c'est un missile longue portée. Je crois qu'il peut aller à plus de 130 ou 140 km en ayant une... Alors les missiles, plus ils vont loin, moins ils ont de chances de toucher. Donc il y a un taux de réussite de quasiment 95% à 80 km et ainsi de suite. Mais c'est un excellent missile longue portée. En ce moment, les Russes, les Chinois, les Français prennent de l'avance en développant. C'est des missiles, il faut quelques années pour les faire. Ils ont développé et ils ont communiqué sur des missiles qui inquiètent les Américains, parce que les missiles longue portée américains, des AMRAAM je crois, hein, ne vont pas aussi loin. Et je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose d'important, c'est que les armées jouent sur la portée. Le truc c'est je te tire dessus et moi je suis trop loin pour que tu me touches. Ouais, c'est des armées de tafiole maintenant, ils osent plus s'affronter, c'est de loin, on se cache, fire and forget, je rentre chez moi, attention, je suis cyberharcelé, tout ça quoi. C'est un radar qui suppose 10 ans sans maintenance. Je reviens au missile Météore. Donc ce missile Météore inquiète, comme le missile chinois qui
serait supposé, missile longue portée, aller à 200 km, ça inquiète les Américains. Donc ils sont en train de bosser aussi sur un nouveau missile, d'agrandir la portée de leur missile. Comme quoi, vous voyez, encore une fois, il faut des recherches pour développer un tuyau qui va de plus en plus loin et qui va exploser. Sur le Rafale, il y a plusieurs configurations et plusieurs types d'armement. Je t'en parle après. Je finis avec l'avionique, merci. La furtivité passive existe aussi. Donc, tu as le système du radar qui repère, mais tu as aussi l'optronique, c'est un système visuel passif qui permet donc, sans émettre, de capter des données. Ça permet notamment, avec ce qu'on appelle le canal télévision, c'est pas la télé classique, c'est-à-dire que sur 50 km, tu vas pouvoir identifier un avion, tu auras son image télé, mais en fait, on repère des signaux qu'on retraduit, c'est très compliqué. Bref, c'est un système de TV... comment j'écris ça, avec un télémètre laser qui te permet donc d'identifier ta cible avant de la tirer, parce qu'il y a des règles d'engagement de combat. Il faut identifier visuellement sa cible pour pouvoir tirer ses missiles. C'est des règles internationales pour éviter que tu touches un avion de ligne ou un autre avion. C'est très facile. Et ben avec les missiles Mika par exemple, qui sont des missiles courte portée, mais qui peuvent aller jusqu'à 50 km, tu peux tirer de 50 km, donc avoir une bonne distance de sécurité et avoir du temps pour voir arriver la riposte, tout en identifiant, grâce à ce système de télévision avec télémétrie laser, grâce à cette optronique, donc, tu peux identifier l'avion et être sûr que c'est le bon avion. Alors que les autres armées doivent s'approcher à quelques kilomètres pour voir que c'est bien un avion de chasse. De très loin, ils observent. Ça, c'est un luxe. L'optronique, elle est juste en dessous de la perche, là. Tu vois une petite boule, on la distingue à peine. Hein, regarde bien, c'est ça l'optronique. Elle est près de la verrière du cockpit. Et elle fonctionne que de manière frontale. Mais c'est un système passif. C'est pas un radar actif qui émet, donc qui va être capté aussi. On saura qu'il y a un radar actif. En situation de combat, le Rafale éteint la plupart de ses capteurs. N'en garde que très peu, les plus passifs, pour ne pas être vu. Juste de quoi pouvoir faire une conduite de tir. L'optronique permettra avec les nacelles, je t'expliquerai, les nacelles permettent de diriger le tir. Ça, je l'ai dit. Je m'excuse, hein, c'est le fouillis, mais... l'avionique, je t'ai tout dit. Maintenant, je vais te parler de Spectra. De système de protection... Ouais, Spectra, ouais. Et après, on parlera des missiles un peu. Il faut juste que je trouve où il est, ce truc-là. Spectra, là. Spectroman. Je peux le faire de tête, hein, tu me diras. Bah, c'est simple, Spectra, c'est l'ensemble des systèmes de brouillage, de protection, de lutte électronique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs menaces pour un avion. On va parler en RR. Il y a les menaces, mais même en solaire. Il y a tout ce qui est missile, guidage radar. Ça, il va les détecter. Et puis, il va essayer de les brouiller électroniquement. Ils peuvent être guidés par laser ou... Non, on parle pas de ça. Par GPS. Par contre, il y a l'infrarouge. L'infrarouge, tu as l'infrarouge proche, c'est la chaleur. Tu as l'infrarouge lointain, c'est une histoire de longueur d'onde. L'infrarouge, c'est quoi? C'est des... l'infrarouge est dégagé par les moteurs, essentiellement. Tout dégage de la chaleur, tout dégage de l'infrarouge. Beaucoup de choses dégagent de l'infrarouge. Donc, tu as des missiles qui, eux, sont là uniquement à détecteur thermique pour capter l'infrarouge. Et en général, ils se bloquent sur les tuyères de ton avion, et c'est fini pour toi. Le problème, c'est qu'eux n'ont pas de liaison radar. Ils partent à l'inertiel, et hop, dès qu'ils chopent une chaleur, ils vont dessus. Ils sont utilisés en courte portée. Et comme ils n'ont pas de liaison radar, il n'y a pas de liaison du tout, ils sont indétectables, tu ne sais pas qu'ils sont partis. Donc si tu ne les vois pas partir, c'est fini. C'est la plaie. Je crois que 80% des pertes d'avions américains en combat aérien sont dues à l'infrarouge. À côté de ça, tu as des bombes à guider laser, tu as des missiles qui sont en centrale inertielle, qui vont à l'inertiel et qui sont ensuite guidés par GPS. Tu as d'autres techniques. Très souvent, les missiles moyenne portée et longue portée, donc là, tu peux pas utiliser l'infrarouge parce que l'infrarouge, c'est quand tu sais qu'il y a 2-3 sources de chaleur. D'ailleurs, pour éviter l'infrarouge, le Rafale a deux trucs. Il lance des leurres. Ces leurres-là, contre des missiles classiques guidés par radar et qui corrigent sans cesse leur trajectoire, tu peux rien faire. Mais par contre, pour l'infrarouge, ces leurres créent des sources
de chaleur qui vont détourner le missile. Et il y a un procédé qui est un lance-éclat spirale, qui s'appelle spirale, qui te découpe en fonction de la longueur d'onde que peut détecter le missile. Il va te découper des bouts d'aluminium adaptés pour leurrer le missile. Tu as la technique aussi classique utilisée beaucoup de pilotes, se mettre face au soleil. Le missile à un moment donné, tu joues avec ça, il va choper la chaleur du soleil et il va partir là comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et en principe, au dernier moment, tu pars à 90. Et le missile, il continue sa route. Pour les missiles infrarouges, hein, parce que tu as tout type de missiles, tu as des missiles guidés qui corrigent plus ou moins, qui ont des transmissions de données qui leur sont données toutes les microsecondes et qui font qu'ils te suivent, hein, ils suivent pas le moteur. Enfin voilà, tu vois. Et eux, il faudra les leurrer. Et le Spectra, c'est tout cet ensemble de systèmes de mesure, de brouillage, de contre-mesure, de lâcher de leurre. Voilà, quelque chose de moderne, de poussé. Voilà, système de protection et d'évitement de conduite de tir. Ça, c'est un plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour la missilerie, c'est très simple. Tu as du Météor, tu as du Mika, tu as du Scalp qui remplace l'Apache et tu as de l'AASM. Le Météor, c'est longue portée. Le Mika, c'est courte portée. Le Scalp, c'est un missile de croisière qui te permet de tirer et d'avoir une excellente distance sécurité. On te dit 500 km, mais je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 2000 km, leurs missiles de croisière. Il suffit juste de 2-3 réglages. Et l'AASM, c'est un système de bombe à guidage laser. Les bombes, c'est... On avait, de tout temps, on avait des bombes à gravité. Tu la lances, elle tombe. En fonction de comment t'arrivais, elle pouvait un petit peu planer et tomber. Fallait bien viser. Ensuite, on a essayé de trouver des systèmes pour guider les bombes. Tu as le système JDAM qui marche au GPS. Et tu as le système Pavouet américain. C'est l'équivalent. Là, c'est Sagem qui fait le AASM. Technologie maîtrisée donc par la France, qui doit rajouter des petites spécificités. Les bombes à guidage laser, c'est très simple. On leur met un dispositif pavoué, un truc qui stabilise l'arrière, un truc qui guide l'avant. Et en fait, soit toi, soit une balise, non, pas de balise radio, ça c'est encore une autre technique. Soit toi, soit un autre avion illumine avec un laser la cible et la bombe suit, pavoué. Là, il te pave le chemin. Et là, c'est le même dispositif pour ces bombes. Après, tu as les bombes JDAM, mais elles ne sont pas utilisées en France. Elles sont guidées au GPS et ça devient quasiment des missiles parce qu'elles peuvent partir sur 50-60 km. C'est un dispositif, le JDAM que tu mets, c'est Boeing qui le développe. En France, donc, on a Sagem qui fait ça. On a AESA, capteur passif, le calculateur MT. Alors, la fusion des données, c'est là où je vais merder un petit peu quand je vais essayer de vous expliquer ça, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer, c'est très simple. Il y a tout un tas de capteurs, même la liaison 16 qui te relie aux autres avions de l'OTAN et qui permet donc des données entre les avions et tout le système, enfin entre tous les opérateurs, est un capteur. La fusion des données fait qu'on prend toutes les données et l'avion, l'ordinateur, le calculateur va soit te proposer la meilleure configuration possible. Attention, il y a un missile qui est parti, je lance les leurs, tourne à 90, l'avion soit hop, le plan canard se met comme ça, tout suit, etc. Soit il va s'adapter à ta manière de conduire et il va adapter toutes les autres trucs. Tu n'as pas besoin de regarder toutes les manettes, il fusionne toutes les données, il te propose un truc. C'est comme si tu avais ton pote copilote derrière qui regarde tout. Il y a assez d'essence, lui il est là, le moteur, il tourne à gauche. C'est à peu près ça. Moi je le comprends comme ça. Donc ça facilite la manœuvrabilité. Il y a des commandes électriques. Hein, c'est pas des commandes manuelles, t'as pas besoin d'avoir des boîtes routiers pour conduire, donc c'est beaucoup plus fluide. Et il va s'adapter au pilote ou il va proposer des solutions au pilote. Ça c'est quelque chose d'énorme. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui font ça. Je sais pas si les avions russes ont ce système de fusion des données. Calculateur MTI. Il calcule tout un tas de trucs. Regarde, pose-toi une question. T'as un avion, regarde, il y a une symétrie. Il y a des bombes de part et d'autre. Il y a autant de bombes d'un côté que de l'autre. Quand tu tires un missile ou une bombe, c'est quand même plusieurs dizaines de kilos pour les plus petits et plusieurs centaines pour les plus gros. On est d'accord. Ça va déséquilibrer l'avion. Eh ben le calculateur, il est là, tu tires le missile, il va rétablir une poussée qui fait que l'avion va contrebalancer le truc. C'est de la putain de technologie, je te dis. Parce que ça se fait en temps réel. T'as vu un avion, quand il tourne, t'es déjà allé voir la patrouille de France, tout ça. C'est... à leur niveau, parce que nous on voit des... Mais eux ça va très très vite quoi. Un bijou cet avion. Je le trouve pas super beau, je vais être honnête avec toi, je déteste les plans canards et les ailes delta comme ça. Hein. Tu sais à quoi il me fait penser? Ah si, il n'y a plus les...
Je préfère je préfère les Mirage 3. C'est le plan canard qui me dérange en fait, c'est même pas l'aile Delta. Je vais t'en montrer un qui est vraiment laid. Oh, putain, lui, je crois que c'est le plus laid quoi. C'est le J20. Mais c'est quoi? On dirait un break, on dirait 404 break, on dirait qu'il part en week-end avec sa famille. Mais c'est plus un avion, c'est un aérodrome, tu peux te poser là. Il est laid. Je vais t'en montrer un autre qui est pas super beau, moi je trouve. En plus, ça me fait rire parce que c'est... Ça y est, les russophiles vont venir m'insulter. Bah moi je le trouve pas beau celui-là aussi. Bon, il est moins laid en tout cas. À la limite, il est peut-être... Non, il est... À la limite, c'est peut-être le plus beau des trois. Mais bref, mais c'est pas ce genre d'avion que j'aime bien. Je vais vous montrer moi des bons avions. Des beaux avions. Alors, où est-ce qu'on en est? Tu as... celui-là. Eh les gars, je suis pas pro-américain, mais je regrette. Magnifique. F-18. Ah, je sais pas si j'ai fait la transition pour l'avion russe. Attends, je vais te le remettre. Voilà. Et c'est celui que tu viens de voir, c'est le F-16 Viper. Tu veux que je t'en montre un magnifique? Alors attends. Il est où? Enfin, magnifique. Ouais, celui-là, il est magnifique. F-15 Silent Eagle, rétrofité. Je crois que c'est le plus beau de tous. Ensuite, tu vas en voir un vilain. Non, pas celui-là. Le F-35, on dirait une brique. Une brique, on lui a mis 2 ailes. Ah, sérieux? C'est la latch. Le F-22. Ouais, je te montre tous les appareils concurrents et existants et aussi évolués ou légèrement plus évolués. Le F-22, je pense. Voilà, je pense que c'est le numéro 1, mais je suis même pas sûr. Je pense que c'est le numéro 1 des avions. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, on va en reparler de ces avions. Bon, il fallait que je te les montre, c'est tout. On va en reparler, amigo. Ah, tu vois, je te montre des Russes, des Américains, tu sais, ils sont 8 milliards, et là je te montre un petit pays avec quand même un avion qui tient bien, quoi. Et je te promets que c'est... À part le F-15 qui est bien, et je pense que sur un plan technologique il se valent, le F-22 qui je pense le dépasse, les autres, franchement il a à rougir d'aucun autre avion. Les avions russes, je vais en parler, et je vais pas dire que du mal, hein, je vais dire même du bien. Juste une chose, ça c'est son radar. Je voulais que tu le vois. Le radar AESA permet une angulation. C'est des petits radars, c'est des petits modules. Le nombre est secret défense. La technologie est secret défense. C'est des technologies de pointe, ça. Et encore une fois, il y a très peu d'avions. Ils sont 3 ou 4 avions à avoir des AESA. Je veux dire, parce que déjà, il faut avoir la technologie pour ça. Je pense que les Russes sont en train de travailler sur leur propre technologie de radar active. Ça, c'est un missile météore. Et là, il y a marqué Talios. C'est la nacelle de désignation. Elle est là. Le missile météore, tu vois qu'il n'est pas énorme, hein, il doit faire quoi, une centaine de kilos, mais c'est suffisant pour faire de l'air-air. Hein. Dedans, il y a 87 kilos d'explosifs. C'est suffisant. Puis ça n'a plus besoin de toucher, ça pète à côté, c'est bon, c'est réglé. Hein. Attends. Voilà. J'enlève des captures fenêtres, comme ça c'est beaucoup plus clean pour après. Et puis on va poursuivre, de toute façon... Je voulais te rajouter quoi d'autre? Le système Spectra, voilà, je voulais que tu le vois. Tu vois tout ça? Si la Gardère n'avait pas été contre l'humanité et contre moi, eh ben, tu l'aurais eu en film, en documentaire, avec des belles images, des belles figures, avec des très belles figures de Rafale, truc impressionnant. Voilà le système Spectra, hein, protection et conduite d'évitement de tir, c'est là. Et tiens, on va finir avec ça. Non, après, tu as d'autres pays qui ont des avions, mais c'est des avions, voilà, tu as les Brésiliens, ils ont Embraer, ils font des super Tucano, des Tucano, je les cite souvent parce que c'est des très bons avions. Tu as tout un tas de gens qui font, mais c'est des avions de 3e génération. L'Argentine, elle en est à faire la manche, à jouer de la musique dans la rue pour acheter des F-16. Il y a très peu de pays qui peuvent se permettre. Alors où je te parle, non, on va parler de la configuration de l'avion, il y a 4 configurations possibles.
hein, avant de commencer à parler des autres avions. La maintenance, le coût de la maintenance opérationnelle, il n'est pas très élevé, il est de 15 000 euros, hein, par rapport à... Oui, certes, par rapport à un Mirage 2000 qui était de 8 500 euros, c'est beaucoup, mais il fait plus de missions dans un même temps. Il dure plus longtemps. Et puis, va voir le coût de la maintenance des autres avions, tu vas flipper. 20 000 euros, 25 000 euros. L'heure, c'est l'heure de vol, plus la maintenance, les mécanos, tout ça, plus on inclut dedans une fraction du prix du programme. C'est tout. 26 milliards, le coût du programme. 26 milliards à peu près. On va dire 30 milliards peut-être maintenant, et encore non, je dis des conneries. 26 milliards pour avoir 4 standards, le F1, le F2, le F3, on y est, et bientôt le F4. Pour 200 avions. On peut en faire plus, mais ça fera augmenter le coût unitaire, ça fera pas augmenter les charges fixes, et notamment le programme à côté, ils en sont à 1500 milliards pour faire une bouse comme le F-35 qui est juste capable de balancer 2 bombes pour viser des chameaux. Voilà aussi. Est-ce que je t'ai tout dit? Oui. Donc va falloir que je te parle de la configuration, puisque cet avion-là peut avoir plusieurs configurations. Selon le type de mission. Il peut toutes les avoir en fait. Mais lorsque tu sais que tu vas faire telle mission, tu l'affines pour cette mission-là. Tu as le RR, le RNB, non je rigole. Le RR, déjà c'est sûr, c'est une configuration. Alors, les Rafales sont aussi, il y a le Rafale Marine, il y a le Rafale B biplace, pour des missions longues, ou pour tout un tas de choses, ou pour même le pilotage. Et il y a le C qui est l'avion de chasse pur, bref. Et tu as le Rafale N. Et puis tu as les Rafales avec différents types de lettres pour les exportations, par exemple QE pour le Qatar, DM, Dual Massad pour l'Égypte, etc. etc. DH c'est pour l'Inde, bref. Le Rafale N, c'est le Rafale nucléaire. Il faut savoir qu'en France, on avait 3 composants de ce qu'on appelle les forces stratégiques, c'est-à-dire les forces de dissuasion nucléaire, qui font que si quelqu'un veut détruire la France, il sait qu'il va prendre cher. On l'arrêtera pas, mais il prendra cher. Et ça coûtera très cher, donc c'est pas intéressant pour lui de venir nous détruire. Jusqu'à il y a encore 20 ou 25 ans, il y avait le plateau d'Albion, il y avait des missiles sol qui étaient basés sur le plateau d'Albion dans le sud-est de la France. Ils ont été démantelés à côté, je crois qu'on a mis une unité de Légion, je sais même pas si c'est pas la 13e des BLE qui est là-bas. Je suis pas sûr, bref. Il y a un régiment là-bas. On les a démantelés parce que ça coûtait cher et parce que c'était stupide, puisque tout le monde savait où ils étaient. Et on n'a rien mis officiellement à la place. Il y a d'autres pays qui mettent des trains roulants, anonymes, qui transportent des passagers, qui ont 2-3 wagons où il y a des missiles tactiques nucléaires prêts à partir s'il y a la guerre mondiale. Nous, on n'a pas ça, on aurait dû le faire, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui reste de la composante? Il reste les sous-marins nucléaires. Il y en a toujours, je crois, 2 dans le monde. Un dans le Pacifique et un en Atlantique, ou un en Atlantique et en Méditerranée, je sais plus, bref, de toute façon c'est hyper secret tout ça bas, qui transportent des missiles nucléaires qui sont prêts à un moment donné sur un signal à les lancer sans chercher à se poser de questions. Surtout que le sous-marin sera dans des hauts fonds et n'aura contact avec personne. Et les avions qui transportent la bombe nucléaire. Ces avions-là, donc c'est des bombes nucléaires de différents formats, hein. Tu as des petites, hein, petits kilotonnes, mégatonnes, on va dire c'est du, je sais pas, 50, 100, 200, 300 mégatonnes, tout dépend de l'objectif. Tu as une trentaine d'avions qui sont dédiés à ça. Bon, tu as toujours des débiles profonds qui veulent enlever cette composante parce que ça coûterait trop cher et ça sert à rien, il faudrait se mettre avec les Américains qui nous protègent. Voilà, les collabos, on a 2 types de collabos en France, on a les pro-russes collabos. Ils sont dans le mécanisme de la collaboration en disant si les Russes nous envahissent, je les aide. C'est rue Lauriston. Et on a les collabos pro-atlantiques. Voilà, on cherche encore les gaullistes et les vrais patriotes. Faut pas que je perde le fil du truc. Et donc le Rafale porte l'arme nucléaire, ça c'est important. Parce que ça suppose tout un tas d'aménagements, tout un tas de trucs secrets dont on ne te parlera pas et dont tu n'auras pas l'information sur Internet. Donc il y a différents types de configurations. Configuration RR, non mais en plus ça peut se retrouver logiquement. Hein. Je pense que c'est... Reconnaissance, nucléaire, RR, appui au sol. À chaque fois on mettra de l'armement différent, on mettra en 3... Voilà, si tu pars d'un porte-avions et tu pars, je crois, le Rafale Marine, lui, part... Alors tu peux partir avec 24 tonnes en tout. Mais lui, il partira avec 21 tonnes pour faciliter le catapultage de l'avion. Mais en fonction, voilà, de ces trucs, voilà, c'est
c'est pas très important au final. Voilà. Tu vas prendre des Mika et des missiles moyenne portée, des Mika et des météores pour si tu vas te chiffonner avec d'autres avions, tu vas transporter, je sais pas, des trucs solaires, qu'est-ce que ça pourrait être, des bombes, notamment avec guidage laser pour en bas, voilà, c'est pourquoi je t'embête avec ça. Eh ben, c'est un avion unique, c'est un avion qui coûte pas aussi cher que ça, c'est un avion qui a une conjugaison de talent, c'est un avion qui permet. Alors pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses, quand tu fais un radar AESA, tu fais bosser des gens, tu fais avancer ta science, et tu auras des répercussions dans le civil, comme tout le reste. Et ne me dis pas c'est pas beau la guerre, personne ne la veut. Là c'est pour te défendre là. Les rafales là, c'est pour te défendre. Bon alors que tout le monde abandonne les armes et on abandonnera les armes. L'industrie de l'armement, lorsqu'elle est bien faite, elle fait tourner, c'est une économie, mais elle fait avancer la science, elle fait avancer beaucoup d'autres choses. C'est comme le spatial. Quand on me dit ça sert à rien l'espace, c'est que tu n'as rien compris. Parce que toutes les technologies qu'il y a autour de toi viennent de l'espace et du militaire. Internet en premier. Ta caméra, bon peut-être que ma caméra est pourrie, mais caméra, l'optique de la caméra, etc. Tu sais qu'en France on est les numéros 1 en optique. Il y a des petites firmes comme ça, alors je vais pas donner de nom, mais je connaissais quelqu'un qui bossait dans une firme comme ça. Voilà. Dans un petit village, à côté d'un petit village, j'en dis pas plus. Voilà, bon, de toute façon il m'a quasiment rien dit, parce qu'il m'a dit de toute façon que son boulot était secret. Voilà, mais on en discutait, je le connais. Je connaissais depuis très très longtemps et tout, et voilà, mais bon, mais j'ai pas envie de donner le nom du village, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est ce genre de choses. Tu peux découvrir dans ta région une petite boîte de 2-3 artisans, en fait ils bossent pour la défense nationale, tu te rends pas compte qu'ils ont un putain de savoir-faire. Ben, ça c'est permis par ce genre de choses. Les radars, ça a donné les radars météo, ça donne les radars pour retrouver le bétail, ça donne les radars d'alerte en infrarouge que tu mets chez toi. Ça donne des signaux pour les sauveteurs, ça donne tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les moteurs, ça servira dans l'industrie. L'informatique, elle servira d'une autre manière, etc., etc. Même les missiles, je pense que ça fait avancer quelque chose dans le, je sais pas, au niveau des voitures, au niveau des machins. Donc voilà, donc c'est une conjugaison de talent et en plus ça ruisselle après. C'est vraiment quelque chose vous voyez, c'est un avion unique en son genre. Il est original. Même les adversaires le repèrent dans le ciel. Il est très efficace. Il n'a pas à rougir de ses concurrents. Ses concurrents, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays. Hein. Le HAL, Tejas, c'est même pas un concurrent. Ça fait 2000 ans qu'ils essayent de le mettre au point, les Indiens. On s'aperçoit que c'est une belle imitation quand même. Hein. Non mais dis, attends, c'est pas possible. Ah non, mais non, mais non. Ce que vous voyez là depuis le départ, c'est un HAL Tejas, oui, mais oui, mais oui. Et oui, le Rafale, c'est pas ça. Le HAL Tejas, vous le voyez depuis le début, mais c'est pas très très grave, attendez. C'était celui-là en fait. Le Rafale, de toute façon, le Rafale, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, mais on va mettre le Rafale à côté, tiens. À force de mettre plein de photos, tiens, on va le remettre à côté. Parce que de toute façon, c'est une imitation, le Tejas. Voilà. L'adapter à l'écran, peut-être un peu trop. Voilà. Donc ça change pas le propos. C'est une imitation. C'est tellement une imitation que tu vois la première image, je l'avais pris pour un Rafale. Vu de loin, j'aurais dû faire attention. Bon, le Tejas 4ème génération, il n'est pas encore mis au point. D'ailleurs, les Indiens essayent de mettre au point un avion de 5ème génération. Le problème, c'est qu'ils se sont mis avec les Russes. Alors les Russes, c'est très simple, hein. Vous les idéalisez. Les Russes ont un appareil de production dans leur industrie. Leur appareil industrialo-militaire est vieux, vétuste, improductif, coûteux. Il y a des trucs qu'on ne verrait jamais ailleurs. Leur fameux Sukhoi 50, le pack 50 là, dont ils nous ont parlé, finalement les Indiens se sont retirés, les moteurs sont pas fiables, ça ne marche pas. Les Indiens en avaient marre d'arroser. Le truc ne marche pas comme il faut, et même les Russes n'en commandent que 2 pour 2022, 2 Sukhoi 57, dont on ignore tout. Donc le Sukhoi 57, j'ai pas envie d'en parler, tout ce que je sais c'est que le Rafale n'a pas à rougir du Sukhoi 57, contrairement à ce que j'entends dans la dissidence. Putain, les mecs ils disent patriote et ils te pourrissent un avion français en disant que l'autre est meilleur. Je te jure, je l'ai lu ça. Alors qu'en plus c'est pas vrai, l'autre on l'a pas vu du tout. Il a tourné un peu en Syrie et c'est tout. Et je pense que je ne pense pas que ce soit un super avion. Voilà, tu veux que je te le montre moi? Attends, on va enlever le HAL. Et je vais te le mettre le Sukhoi 57. Déjà, je vais te le remettre. Où es-tu?
Sukhoi. Donc même s'il est manœuvrable, je veux bien, mais enfin bon, il est peut-être manœuvrable, mais vu la poussée des moteurs Snecma et vu l'agilité en face, voilà, je ne sais même pas s'il a une poussée vectorielle. Donc voilà, ça c'est un concurrent, mais qui arrive. Le Rafale, il a été sorti en 86. Hein. Lui, il n'est pas encore lancé, quoi. Premier concurrent. Et ben, on va rester en Russie. Le Sukhoi 30. Très très bon avion au prix. Mais bon, c'est le Rafale du pauvre. C'est un bon avion, mais c'est le Rafale du pauvre. Il pourra tenir le Rafale en combat aérien, en dogfight. Pour le reste, je pense pas technologiquement. Le MiG-51. Alors le MiG-51, pendant longtemps, MiG a été l'approvisionneur en avion de l'URSS, mais au fur et à mesure, Sukhoi l'a supplanté. Il y a plusieurs firmes, plusieurs avionneurs, MiG, Mikoyan, Mikorian, là, Sukhoi, tu en as d'autres. Hein, tu as quoi encore? Tu as Yakovlev, qu'est-ce qu'il y a encore? Antonov, c'est... Non, Antonov, c'est comment ça s'appelle? Antonov, je crois que c'est ukrainien. Bref, il y a différents types. Donc, moi petit, les avions russes, c'est MiG. Sukhoi, je connaissais pas. Sukhoi, c'est peut-être les plus beaux designs hein, de tous les avions. Je crois que c'est les plus beaux designs. Même par rapport aux avions occidentaux, ils ont des beaux designs quand même, les Sukhoi. Alors que le MiG est laid, hein, c'est une flèche avec deux gros cubes à côté, voilà. Le MiG-35 fait partie des tentatives désespérées pour MiG de survivre, de faire un avion rapide, plus ou moins moderne, et pour l'exportation. C'est des petits chasseurs que tu vas faire en grande quantité, mais je veux dire technologiquement, ça n'a rien à voir avec le Rafale, quoi. Je veux dire, tu peux même pas comparer, quoi. D'un côté, c'est comme si tu avais sorti une Lada, et de l'autre côté, c'est comme si tu avais une berline coûteuse, et voilà, c'est tout. Une Mercedes contre une Lada. Donc le MiG-35, c'est même pas la peine. Ce que je te dis là, c'est des heures de lecture. Hein. Je m'y connais peut-être pas en aviation, mais en tout cas, je sais de quoi je parle. C'est pas du patriotisme à deux balles, du chauvinisme à deux balles, ce que je te dis là. Voilà. Je suis en train d'argumenter aussi. Hein. Le F-35, ben déjà, il faudrait déjà qu'il marche. Non, parce que là, il est dans des régiments, mais il n'est pas pleinement opérationnel. Hein. Il peut faire trois trucs. Hein. Il peut juste se cacher et faire le traître. C'est tout ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est une brique. Et puis, il a des trucs enfin, il y a des trucs que le Rafale a qu'il n'a pas. Il faut savoir que lorsqu'on a un cahier des charges sérieux, lorsqu'il y a un appel d'offres et qu'un cahier des charges sérieux est établi, le Rafale est très souvent supérieur technologiquement au F-35. Il a une furtivité supérieure. Et c'est une diva aussi, pour la maintenir. Et puis cette furtivité, elle tient pas face aux Chinois et aux Russes maintenant. Donc vaut mieux la doctrine française plus intelligente de j'essaye de rentrer en loose day et je me fais repérer au dernier moment. Mais d'ici là, j'ai le temps de faire le casse. Que de dire je vais être invisible et... Avec 2 missiles. Il a 2 missiles en soute. Au pire, il en aura 4. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? L'autre, il a 14 points d'emport. Il a des missiles pour tout. Il a des faux. C'est un couteau suisse. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un douk-douk de l'autre côté. Allez, on n'en parle pas de celui-là. Le F-22, c'est le seul qui me semble supérieur technologiquement et même au combat. Je crois que c'est le seul qui puisse vraiment emmerder le radar et lui causer des grosses emmerdes. Mais de loin. De près, ça peut se tenir. Après, technologiquement, il y a plus de technologie là-dedans. Il y a des technologies secrètes que personne ne maîtrise au niveau de l'électronique. Au niveau de... ne serait-ce que par exemple pour l'infrarouge, il y a un système, il y a quelque chose, il y a un savoir-faire, il y a quelque chose qui fait qu'il y a très peu de chaleur qui sort finalement de leur moteur, alors que ça devrait sortir à je ne sais plus combien de degrés. Et ça, c'est une technique que seuls des techniciens habiles et un savoir-faire au moins d'un siècle peuvent arriver à résoudre. Voilà, donc le F-22, oui, ok. Après, tu as des équivalents qui peuvent bien emmerder, qui se vendent bien, le F-16 Viper, rétrofité avec une nouvelle avionique. Ça, c'est un concurrent sérieux. Déjà, tu remarqueras, regarde le nombre de missiles de part et d'autre. Hein, ils ont surtout augmenté aussi leur capacité d'emport, parce que le Rafale était le seul qui pouvait emporter autant, avec je crois le F-18, encore je suis pas sûr. Depuis le F-15, Silent Eagle, je te le mets. Non, je t'ai pas dit ça dans ta gueule, je t'ai dit Silent Eagle. Voilà, regarde le nombre de points d'emport. Alors là, c'est monstrueux, hein, pardon. Ah, je t'ai peut-être pas mis le Viper. Hein. Attends, je vais te le remettre. Non, c'est pas lui le Viper, c'est lui.
On a un F-16 et un F-15. Gagne nombre de points d'emport. Là, il te les met par 4 quasiment. Il t'a mis un HLM de missiles. Donc c'est eux sont des concurrents. Le F-18, le nouveau F-18, Super Hornet, à défaut d'être Super Horny. Ah, elle est bonne cette vanne. Je sais pas trop quoi en dire. Je pense que c'est un équivalent inférieur. Le Sukhoi 35, c'est un concurrent. Un bon concurrent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Typhoon. C'est une grosse merde. Ah, c'est une grosse merde. Coûte pas cher, mais qui coûte. Finalement, il valait mieux pas, hein, et je pense que pour le SCAF, vaut mieux pas finalement, parce que tu vas te retrouver avec la même histoire, c'est-à-dire ils vont développer un avion à la con qui va porter une bombe américaine antigravité, qui fera chasseur, qui fera la vaisselle, qui fera le ménage, et qui accueillera éventuellement les Syriens à Munich, à Berlin et ailleurs, et tu ne voudras pas l'avion que tu veux, toi. Les Allemands, ils auront leur avion, pas le toi. Ils ont l'habitude de te feinter pour te faire, pour t'emmener là où ils veulent, comme ils n'ont pas certaines technologies en avion. Le J-20, je te l'ai montré, il est pas beau, on n'en sait rien. Le J-20, la seule particularité qu'il a, c'est de porter deux missiles, des missiles de très longue portée qui inquiètent les porte-avions américains, qui maintenant vont devoir s'éloigner de la Chine. Voilà, c'est tout. C'est ces missiles, parce que ça, c'est un break. On t'a dit qu'il était furtif, c'est de la pipe. Le dispositif anti-roulis, les plans canards et la forme qu'il a, n'importe quel observateur te dit il n'est pas furtif, il n'est pas plus furtif que mon cul. Non, si. Il est peut-être même moins furtif que le Rafale. Bah, je pense t'avoir mis tous les avions plus ou moins d'une génération proche ou qui. Après, t'as l'avion turc. Bah, l'avion turc, on n'en sait rien, il n'est pas encore sorti. Je vais te le montrer aussi. Mais tu remarqueras que tous les avions modernes ont des plans canards. Ça permet une maniabilité plus grande, une manœuvrabilité plus grande. Ça suppose qu'on se prépare aussi pour faire du combat aérien. Voilà. Donc pareil, il est en plusieurs configurations, hein, comme tu peux le voir là. Donc lui, par contre, je peux pas en parler. Moi, j'aime pas ces formes. J'aime pas les formes. Je préfère les formes de la 4e dimension. Je préfère, voilà, moi, tu me montres celui-là. Ah, tu me montres celui-là. Attends, hop, on va enlever ça. Et on va enlever celui-là. Aïe. Ah non, c'est bon. On va enlever celui-là aussi. Moi, tu me montres le F-15 Eagle. Ok. Tu me montres le F-16. Ok. Tu montes le Rafale, bon. Ah, tu montes le Sukhoi 57 ou tu vois ces formes-là, j'aime pas. Il n'y a que le F-22 où ça coince pas. Voilà, j'ai fait plus ou moins le point sur le Rafale. J'ai parlé de Dassault, je t'ai mis ça dans un contexte, je t'ai parlé des autres avions. Rappelle-toi quand même que c'est qu'au combat qu'on a des certitudes. Il y a des avions qui sont apparus et dont on a dit grand bien et qui sont avérés des bouses. Il y a des avions qui sont arrivés mine de rien, comme le Mirage 3 qui a permis la suprématie aérienne haut la main et aux Israéliens de battre les fameux MiG-17, je crois, de l'époque, 17 ou 19 ou 21 même. Il me semble, en 67, je suis pas sûr qu'il y avait des MiG-21. Mais enfin, il y avait des avions russes qui faisaient chier, et ben ils les ont dégommés. Je ne t'ai pas parlé des Iraniens parce que j'ai pas envie de parler d'aéromodélisme. Bah ouais, attends. Mais les Iraniens, ils savent qu'ils n'ont pas la capacité pour l'instant pour ce genre de choses et ils s'en foutent. Ils sont réalistes, ils sont pragmatiques et ils ont développé une technologie balistique qui me permet d'ailleurs d'introduire l'anecdote. Vous vous rappelez du Montrose, la frégate anglaise qui les aura empêchés de saisir un premier bateau en les menaçant par radio. Bah, lorsqu'ils ont saisi le Steno Imperio, il y avait la frégate Montrose pas loin et il y avait 4 destroyers américains. Et ça, la presse française ne le dit pas. Et ils ont reçu des messages, ces bateaux, en leur disant, voilà, nos vedettes vont saisir ce bateau. Si vous voulez mourir, bah vous intervenez. Mais on vous déconseille, tous nos missiles sont braqués sur vous. Et apparemment, il y avait tout un tas de missiles, alors je ne sais pas combien, mais il y avait beaucoup de missiles dont on avait introduit les coordonnées de ces bateaux, et donc pas un bateau n'a bougé. Ils ont refusé l'affrontement. Voilà. Ça n'a pas été répété ici, hein, et ils ont perdu la face vraiment.
Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour finir? En matière d'avion, j'ai tout dit. Ouais. Je réfléchis, hein, parce que je suis certain là d'oublier quelque chose. Je t'ai parlé des JDAM, je t'ai parlé des pavouets, je t'ai parlé de navigation inertielle, je t'ai parlé d'assaut, je t'ai parlé missiles infrarouges, oui. J'ai évoqué un petit peu les différentes technologies. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, bah si ce n'est que voilà, apprécie la vidéo, partage-la, like-la, fais-en ce que tu veux. Et puis, tu vois, si Lagardère veut pas me laisser ses vidéos, moi je fais des vidéos sans Lagardère, comme disait l'autre. Allez, ciao tout le monde. S'il y a des erreurs, rectifiez-les. Et je vous prie de m'excuser s'il y a des grosses approximations. Il y a tout un tas de trucs là que je maîtrise pas, hein. Les ondes, l'infrarouge, tout ça, j'ai du mal. Donc moi aussi, je dois me former en même temps. J'ai évité de trop vous parler d'aérodynamique et je n'ai parlé que de ce dont je pouvais parler, parce que c'est pareil, c'est très compliqué. Et puis rappelez-vous, voilà, il y a un très bon avion, c'est le fruit d'une conjugaison de talents, et c'est ça qui fait la différence entre les bons et les très très bons. Les très très bons, ils ont des talents, ils savent les optimiser. C'est pareil en guerre, c'est pareil en foot. Tu peux avoir toutes les belles armes que tu veux, si tu sais pas combiner tes armes et les optimiser, avec le petit facteur chance, là, et pour ça, il suffit pas de décider, c'est pas que de l'entraînement, je te dis, l'expérience. Le savoir-faire, c'est l'expérience. Et ça sous-entend du temps et de la pratique. Si tu regardes du foot à la télé, et tu achètes des manuels pour lire comment on fait des jongles, et tu discutes avec quelqu'un, mais tu n'auras jamais le savoir-faire si tu n'es pas allé sur le terrain jongler, te louper, rejongler, te louper. Par contre, si tu vas sur le terrain et tu fais plein de jongles, mais jamais tu t'informes sur le reste, la diététique, tout ça, tu n'évolueras pas. Tu vois que tout est lié aussi. Et là, c'est pareil. Tout est lié pour faire un bel avion. On peut retrouver ça, et je pourrais dire la même chose des sous-marins français, Barracuda et tout un tas de disciplines de pointe. Et c'est quand même un formidable effort d'un coureur de fond, frêle, mais qui est toujours là dans la course, et qui n'a pas envie d'être décroché du peloton, parce que si tu es décroché du peloton technologique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà plusieurs générations pour revenir. Regarde la Chine, regarde tout un tas de pays qui ont été des civilisations et qui à un moment donné ont décroché. Il y a 3000 ans, la Chine, elle te faisait les armes à feu, les pétards, elle avait tout, elle faisait tout. Elle décapait les murs, elle faisait des trucs de fou, des chirurgies du cerveau, tout ça. Et la Chine a eu un creux, et maintenant la Chine elle récupère son retard en 30 ans. À l'échelle de l'histoire, c'est rien, mais pendant quasiment un siècle, la Chine, elle était faible. Même plusieurs siècles. Elle a été envahie, elle a été dominée. C'est ça ce que ça veut dire. Je le ramène à ta vie de tous les jours. T'es dominé, tu peux pas t'imposer, tu peux plus t'imposer économiquement parce que c'est aussi ça. Maintenant, avoir une forte armée, c'est permettre à son économie d'exister. C'est tout ça. C'est ça. Sans compter l'emploi, sans compter les retombées directes ou indirectes. Cet avion-là est important, et d'autant plus important qu'à ce moment-là, la France était en faiblesse, il y avait des restructurations, et la France devait continuer à garder son rang et démontrer qu'elle était là. En plus, elle avait quitté le partenariat et tout le monde s'attendait à ce qu'elle se loupe. Tout le monde voulait voir l'Eurofighter, qui a été finalement un échec. Ils achètent des F-16, les gars, pour escorter leur Eurofighter. Et si vous avez des réponses quant à ma question, pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'aviation de chasse et des combats aériens, pourquoi est-ce que c'est très souvent l'Occident qui gagne par rapport aux avions russes? Moi je suis pragmatique, c'est ce que je vois. Quand un F-16 combat un MiG, c'est toujours le F-16 qui gagne. Quel que soit le moustachu qui conduit le F-16, quel que soit. Voilà. Quand vous irez voir un petit peu. Il y a la question de savoir. C'est comme le pilote de Formule 1 et la voiture. Qui fait l'autre? Bon, les deux se font, mais qui fait un peu plus l'autre? Est-ce que c'est la doctrine d'utilisation? Est-ce que c'est le pilote? Est-ce que c'est sa formation? Est-ce que c'est de la manière dont il s'entraîne? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours quasiment les Occidentaux qui l'emportent? Après, oui, dans les guerres du Vietnam, excuse-moi, les Vietnamiens ont eu beaucoup de grosses... contre la Corée, les Coréens ont abattu beaucoup d'avions américains au départ, c'est les F-86 Tigre, mais c'était... il y avait un modèle d'avion qui tombait, hein. Il me semble que c'était le F-86. Il ne faut pas que je mélange avec la guerre du Vietnam. Et à un moment donné, les Américains sont arrivés avec un avion de fou furieux, qui était à niveau. Et là, c'est fini.
Comment se fait-il que des arrières anglais ont réussi à battre des avions supérieurs à eux? Comment? Je comprends pas. Pendant la guerre, je crois, des 6 jours ou de 73, les Russes se foutaient de la gueule des Égyptiens en leur disant mais attendez, nos avions ils sont puissants, vous savez pas les conduire et tout. Les gars leur ont dit non, les Israéliens sont très forts. C'est pas que les Russes ont rigolé. Quand ils ont commencé à monter dans leurs propres avions et à conduire et à se faire abattre, ils ont compris, ils revenaient, ils rigolaient moins. Ça aussi, c'est une anecdote elle loco que je te donne. Et là, ils ont compris qu'il y avait un problème. La formation, est-ce que le fait de travailler sur simulateur, le fait d'avoir plus d'heures de vol, je sais pas. Guerre du Kosovo, t'as 2 Eurofighters, non, t'as 2 MiG-29, ils se font buter par des Eurofighters. C'est quoi le problème? Et dans les avions occidentaux, tu as des avions français comme le Mirage 2000 qui a montré par exemple lors de la guerre du Kargil à 6000 mètres d'altitude, il y avait que les Mirage 2000 français qui permettaient des attaques au sol parce que les conditions étaient extrêmes. Voilà pourquoi les Indiens peuvent être des potentiels clients, mais bon, le problème c'est des Indiens, c'est qu'ils mettent 50 ans pour t'acheter 3 avions. Et après, tu as toujours une commission anticorruption qui dit que tu as corrompu leur ancien président et qui veulent encore obtenir des négociations et des avantages supplémentaires. Parce qu'avec les Indiens, ils t'achètent des avions, mais tout l'argent qu'ils t'ont donné, ils le gardent en Inde. Ça s'appelle des offsets. Les Canadiens et les Brésiliens n'ont pas voulu acheter français, pas politique, hein, c'est politique. Hein, parce que les avions qu'ils prennent, c'est pas les plus adaptés. Surtout qu'à chaque fois, leurs militaires ou les gens qui évaluent les avions te disent le Rafale est numéro 1 et bizarrement, à chaque fois, ils achètent autre chose. Bon, les Nordiques, on sait très bien qu'il faut acheter de tout sauf français, et si possible américain, c'est nos amis. Hein, bon, comme l'Arbin n'a pas fait mieux. Les pays de l'Est, je les comprends sur ce coup-là, parce qu'il y a le parapluie américain, et puis eux, ce qu'ils veulent, c'est des types qui viennent les aider face à l'ogre russe. Il reste quoi comme clientèle? En Afrique, ils n'ont pas besoin de ce genre d'avion. Tu me diras, les Émirats et les pays arabes, beaucoup de pays arabes, Émirats et autres, n'en ont pas besoin non plus, ils ne savent pas les conduire. Mais il reste ça comme client. C'est dommage. En Asie, ils veulent le parapluie américain. Donc ils achèteront sûrement pas de l'avion français. Tu vois, quand tu regardes, finalement, le Rafale, pour le vendre, c'est dur. Sauf si les Américains demandent à des larbins à eux, achetez-en 20 par-ci, 30 par-là, ce qu'ils ont fait avec le Qatar et l'Égypte. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand ils ont voulu... lorsque l'Égypte a acheté 24 Rafales, ils ont voulu aussi avoir des missiles Scalp. Ah oui, tant qu'à avoir le joujou, autant avoir tous les trucs avec, hein, toute la panoplie. Et la France n'a pas pu vendre de missiles Scalp parce qu'il y avait plus de 10% électronique, 10% de composantes électroniques américaines, 10% ITR. Donc il faut demander l'accord aux USA. Oui, c'est les règles des ventes d'armes. Les Américains ont dit non parce qu'il y aura un transfert de technologie. Ouais, tu as aussi des commissions qui vérifient s'il n'y a pas des transferts de technologie interdits, si le transfert de technologie est là, s'il est autorisé ou pas. Ça aussi, dans les ventes d'armes, c'est assez compliqué, on en parlera un jour. Voilà, si vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que... Parce que les avions russes, lorsque je regarde, c'est pas de la merde. Il y a de la valeur ajoutée, il y a de la très haute technologie, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité d'en fabriquer autant. Voilà, on le voit avec le Su-50. Après, ils ont d'excellents avions, les Sukhoi 35. Les Sukhoi 30, je pense que c'est des bons avions. Le Sukhoi 25, à moins que ce soit le MiG-25. Non, le Sukhoi 25 en appui au sol, très très bon. Le Frog. Le Sukhoi 24 en bombardement et son équivalent, le Sukhoi 30, et son prédécesseur, le Sukhoi 24, et donc le Sukhoi 34, très très bon. Pareil, j'ai envie de dire pareil, ils n'ont rien à envier à personne. Alors pourquoi est-ce que, lorsqu'il y a eu des combats, en tout cas avec des MiG, ou même le Sukhoi 22, bon c'est un vieil avion, mais pourquoi est-ce que c'est, voilà, c'est quand il y a un affrontement Occident, Est, Est-Ouest, très souvent, c'est les avions de l'Est qui tombent, quel que soit le pays. Parce que ça aussi, tu pourrais me dire, ouais, mais c'est des pays pourris avec des pilotes pourris. Non, c'est pas vrai. Moi, je vois par exemple, on dit les pilotes arabes, mais les pilotes jordaniens ou égyptiens ou syriens, il y en a des très très bons. C'est pas moi qui le dis. C'est tu vas voir les interviews de pilotes israéliens qui ont fait ces guerres et qui te disent que la différence, elle se faisait à rien. T'as des as de l'aviation israélienne qui te disent, voilà, parce qu'il y a un respect entre pilotes. Il te dit qu'il y a des très bons pilotes, c'est juste que ça se joue à rien. Des fois, le combat, il dure une demi-heure, ça se joue à une connerie, quoi. Voilà. 2 heures, bah écoutez, la bise à tout le monde. Nous sommes, on est quoi aujourd'hui? Vendredi 2 août, la bise à tout le monde, sauf à la Gardère.
poussez si vous voulez, poussez pas si vous voulez. Vous pouvez aller voir sur YouTube ma vidéo, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Je n'ai pas pu mettre d'image, c'est dommage, parce que moi j'aurais préféré qu'elle soit pas monétisée, mais qu'il y ait ces images et que les droits aillent à Lagardère, hein. C'est pour entretenir Jade, hein, sa copine, là, mannequin, hein, c'est ça Arnaud Lagardère. Allez, la bise à tout le monde, ciao tout le monde.